Vous êtes rassuré? Bien. Bonjour à tous. Donc, nous reprenons nos débats dans le fil des interventions d'hier, des tables rondes d'hier. La question de la position artiste du cuisinier n'ayant pas été totalement tranchée, on va peut-être même pas la trancher aujourd'hui, j'en suis sûr. En revanche, ça nous a semblé légitime de nous intéresser à la notion de création et donc de créativité en cuisine, thème qui est à divers degrés peu contestable en tout cas, quelles que soient les formes de cuisine, ne serait-ce que pour la ménagère, si elle ouvre son frigo, il peut y avoir de la créativité et le cuisinier peut lui en amener. Bien sûr, elle est très souvent admirée et remarquée par les mangeurs, les gastronomes. Mais là, aujourd'hui, à travers les intervenants, on va s'intéresser non pas au résultat de la créativité, qui est toujours sujet à discussion, à jugement, mais plutôt au processus. Comment émergent les idées, et les plats, et les réalisations pâtissières dans le monde des métiers de bouche. Avant de présenter et de passer la parole aux intervenants, je voulais juste introduire l'importance de ce sujet qui semble tomber sous le sens, mais qui finalement est pas si détaillé que ça, à travers une étude qui est tombée il y a 2 jours, le National Goodwill Observer. C'est un observatoire qui est soutenu par des organismes comme Ernst & Young, HEC, etc., a fait une évaluation des actifs immatériels des pays dans le monde
Et ce qui est assez remarquable, c'est que, enfin, pas peu étonnant, mais que la France arrive en tête sur le thème de la créativité, mais seulement 10e sur le thème de l'innovation. Donc, quand on pense à ces métiers de bouche où la réflexion, l'intuition, le processus mental qui conduit à faire des choses nouvelles est en jeu, on voit que la France continue à développer cette image de très forte influence. Donc pour évoquer ce qui se passe finalement dans la tête des cuisiniers qui créent, autour de moi aujourd'hui sont réunis par ordre alphabétique donc Marc Brétillot, qui est professeur à l'ESAT de Reims et un des précurseurs du design culinaire, Thierry Marx, qui nous fait l'honneur d'être le parrain de cette manifestation, chef mandarin oriental, Fabien Rouillard, qui est chef de création pâtissier chez Fauchon, à Paris, Éric Trochon, qui est professeur de cuisine à l'école Ferrandi et restaurateur, restaurant Semilla, et Franck Zenasny, qui est un chercheur en psychologie, qui s'intéresse notamment aux personnalités à haut potentiel, et à l'université, non pas Paris 4, comme il est inscrit sur le programme, mais c'est une analogie sonore, Paris Descartes, qui est l'ex-Paris 5, pour les puristes. Voilà. Je pensais démarrer la table ronde en faisant juste un tout petit tour de table avec ceux qui sont dans le fer de la cuisine, pour leur demander qu'est-ce qui, pour eux, est-ce que le sentiment de créativité leur vient de l'intérieur ou de l'extérieur. En somme, est-ce qu'ils ont le sentiment que quand on prononce le mot créativité, en parlant de leur technique, de leur réalisation, c'est quelque chose qu'ils sentent, qu'ils possèdent, ou quelque chose qui leur est dit et qu'ils découvrent à travers le regard qui leur est porté par le public, les consommateurs, les clients, etc. Je passe ça par là. Thierry Marx, peut-être. C'est difficile toujours de parler de créativité et de rester assez humble avec la créativité. D'abord, la créativité, l'envie de créer, c'est du domaine du ressenti, et d'essayer de sauter un petit peu différemment des autres, de faire un petit peu différent de ce qui était fait, d'être un peu franc-tireur pour pouvoir continuer à avancer. C'est ce qui anime la créativité. Ensuite, comment on la matérialise, comment on peut appliquer ça dans le monde de l'entreprise et notamment dans le monde de la restauration, c'est encore autre chose. Personnellement, j'ai une façon de progresser qui est le cerveau collectif, c'est-à-dire de m'entourer de gens qui sont capables de m'apporter un certain nombre de connaissances que je n'ai pas pour mettre un petit peu plus en forme les envies de création que je peux avoir. C'est assez simple, mais vraiment au départ, l'envie de créer, c'est un peu le nez au vent. Je parlais tout à l'heure de fractal, vous mettez une goutte, vous appuyez, puis vous avez plein de possibilités qui s'ouvrent et ça vous fait avancer. Mais c'est vraiment dans le domaine du ressenti. D'accord. Éric Trochon, un premier sentiment sur cette idée qui est finalement assez large. Moi, je suis toujours très embarrassé avec cette idée de créativité quand on me dit, et je me souviens d'une première embauche, on m'avait demandé, est-ce que vous êtes un chef créatif ? J'ai beaucoup de mal, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire un chef créatif. J'ai pas l'impression d'être créatif. Il y a juste effectivement un souci à un moment donné de recherche, de curiosité qui me pousse. Et effectivement, comme Thierry, je m'entoure d'une équipe et on procède beaucoup par effet de miroir. Et cet effet de miroir, je le pratique avec Marc également. C'est de renvoyer mes curiosités et mes envies et d'avoir un retour avec quelqu'un en face qui est une espèce de jeu en fait. Pour moi, s'il y a une créativité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, je joue beaucoup. Pour moi, la création, c'est un peu un moyen d'expression. L'inspiration vient un peu du cœur. Hein. Je rejoins mes confrères. À chaque fois, il y a un but, et le but, c'est de donner du plaisir au client qui est en face. On est créatif. Personnellement, moi, je suis créatif sous contrainte. Il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait soit travailler pour un magasin, soit travailler pour un restaurant, soit travailler pour une réception avec un thème assez précis. Et c'est dans ce périmètre-là que je me trouve créatif. Après la création, je dis c'est un moyen d'expression parce qu'on est sans cesse en train de un peu réinventer des choses qui ont déjà existé, et surtout en matière de technique, où j'ai l'impression qu'on est déjà allé très très loin, et en matière d'innovation,
on est un peu bloqué aujourd'hui de par les ingrédients. On va baliser pendant cette heure tous ces aspects de mémoire, de collectif, d'intime, etc. C'est peut-être intéressant d'avoir un tout petit cadre théorique en quelque sorte, puisque cette créativité, elle est étudiée dans bien d'autres domaines, et elle se définit comme la capacité à produire, je crois, des choses nouvelles et adaptées. Peut-être c'est intéressant que vous nous donniez, à travers les différents corps de métier que vous étudiez, le point de vue. Et puis je vais rebondir sur ce que vous avez dit là sur les aspects. Je me rends compte que je vais être assez conceptuel finalement, parce qu'il y avait la question de la motivation, en fait, la motivation à créer, à partir de quand elle arrive et est-ce qu'on la voit. Donc il y a les termes de sensibilité ressentie. Et en fait, c'est vrai qu'il y a deux. Nous, on parle de deux motivations, l'intrinsèque et l'extrinsèque. Là, c'est ce qui part de soi pour aller quelque part et ce qui est une demande extérieure. Et effectivement, il y a des gens qui fonctionnent différemment dans le processus créatif. Et ça, c'est important. Ces deux discours apparaissent souvent. Alors oui, alors je suis chercheur, donc on essaye d'opérationnaliser un peu la créativité. En ne la réduisant pas trop. Et effectivement, nous, on l'a défini comme quelque chose qui est une création, quelque chose qui est nouveau, original et adapté. Parce que vous avez parlé de contraintes, et effectivement, dans la création, il y a toujours une notion de contrainte. On est cerné par des contraintes, soit par une demande, soit par du matériel spécifique, soit par ses propres contraintes, ses propres valeurs, ses propres désirs. Voilà, et donc on tente de voir effectivement dans le processus créatif qu'est-ce qui est commun dans cette création de nouvelles choses entre différents domaines artistiques par exemple ou scientifiques. Alors on a travaillé récemment avec différents groupes de populations. Il y avait 5 groupes de populations, des scientifiques, des musiciens, des scénaristes, des designers, et je vais me ressouvenir du 5e. Enfin bref. Oui. Et on a travaillé sur ces populations. Alors le but, c'est déjà la curiosité scientifique, c'est de voir comment ça se passe, et en même temps essayer de trouver un processus, voir s'il y a une communauté ou des différences d'un domaine à l'autre. Et puisqu'il y a quand même des choses qui montrent qu'il y a une spécificité dans le domaine créatif. Quand on est créateur, c'est dans un domaine. On peut l'être dans d'autres domaines, mais une tendance des créateurs, c'est de l'être dans une discipline ou un domaine spécifique. Donc on supposait qu'il y avait effectivement d'un domaine de création à l'autre des variabilités dans le processus. Et en fait, on retrouve toujours sur nos pattes avec un processus qui finalement, il y a des étapes du processus qui seraient communes, mais avec des différences entre des allers, des retours, dans la dynamique du processus, et puis des aspects aussi plus motivationnels, du pourquoi, etc. Donc après, en fonction des expériences qui nous sont témoignées ici, on viendra sur ces aspects-là. Maintenant, si on a fait ce petit tour de table sur ce que chacun amorçait à l'intérieur de lui-même, quand on a préparé la table ronde, Marc disait qu'au niveau de la cuisine, il n'y avait pas forcément une avant-garde dans la créativité. Donc c'est intéressant, peut-être, vous évoquez ça parce que pour la créativité, il faut qu'il y ait une demande. Et pour planter le décor, c'est intéressant de voir ce qui se passe du point de vue des cuisiniers, comment ils vivent, comme ils le disent avec humilité. C'est l'autre, des fois, qui vous définit comme créatif. Mais aussi, est-ce que, globalement, la demande est là, ou comment elle s'exprime par rapport à la cuisine Je pense que c'est un domaine créatif qui est très borné, puisqu'on peut en mourir. C'est-à-dire que l'aliment qu'on ingère, il doit être sain, il y a tout un cadre qui fait que le champ créatif est extrêmement borné. Et puis vous parliez d'intérieur-extérieur tout à l'heure. Je pense que le positionnement entre j'absorbe des informations de la société, je me sers de mon environnement, et est-ce que moi je suis capable de sortir de ma personnalité. Ce curseur est très sensible à trouver. Et pour en venir au monde de la cuisine, avec le développement de tous les festivals où tous les chefs les plus créatifs
présentent leurs innovations, on voit aussi qu'il y a une espèce de déperdition des personnalités et qu'on arrive à retrouver des cuisines qui sont de moins en moins identitaires. Donc il y a toujours cette question et c'est, je pense, assez compliqué de voir comment on se situe entre je comprends la société, je réponds à un brief, à un cahier des charges, ou je fais un travail qui est singulier avec des contraintes qui sont celles éventuellement économiques et de trouver un marché par rapport à ma production. Donc là, il y a l'idée de la convergence qui peut éventuellement, des démarches qui peut des fois créer du bruit ou rendre les choses un peu plus confuses. Mais ma question, c'était pour rebondir sur le propos de Franck Zenasny sur l'ensemble des métiers où il y a de la créativité. Est-ce que, avec cette expérience de designer qui est un petit peu extérieure, mais qui est formalisante pour certains aspects de la cuisine, la comparaison avec d'autres disciplines, le sentiment là-dessus, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que la limite est plus sensible dans la cuisine? Et après, je vais passer la parole aux praticiens sur cette notion de limite qui me semble importante. C'est-à-dire jusqu'où on peut aller avancer ses pions en créativité en cuisine. Le sentiment pour répondre encore une fois, je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je pense, c'est que la finalité de la création est d'être consommée. À partir du moment où le consommateur, le spectateur, le mangeur, appelez-le comme vous voulez, n'est pas à même de comprendre, il n'est pas à même de goûter les choses. Donc la finalité du projet n'a pas lieu. Et donc dès qu'on va dépasser ce fil du rasoir qui est où est-ce qu'on peut amener le mangeur dans son expérience, s'il refuse cette expérience, tout s'écroule. Et c'est une des seules activités créatives où il y a cette espèce de barrière extrêmement franche. Vous pouvez aller voir une exposition de tableaux, ne pas comprendre les tableaux, ne pas les apprécier, mais vous les regardez. Vous pouvez écouter de la musique que vous n'aimez pas. Un produit alimentaire que vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas à même de l'incorporer. Et ça, c'est une limite créative qui est très très précise. Voilà. Alors, au niveau de l'acte culinaire, est-ce que la limite, elle est sensorielle ou elle est dans l'idée d'aliment? Qu'est-ce que vous en diriez, messieurs? Moi, je pense que la cuisine, la gastronomie, comme on dit, c'est un univers fantasmé. Donc, vous ne pouvez pas aller trop loin dans l'innovation. Et effectivement, comme dit Marc, ce que le client ne reconnaît pas, ce qu'il voit, et quand il n'a pas de référentiel, eh bien, il ne va pas être enclin à le goûter s'il n'est pas ouvert à une aventure. Donc c'est toujours très compliqué de parler de création et de pouvoir aller très loin en termes. On sait aujourd'hui techniquement aller très très loin dans des textures par exemple, et on n'est pas sûr que le client soit prêt à les déguster. Donc on a aussi un paramètre économique à garder. On voit aujourd'hui des clients qui sont sur une ligne de conduite qui est plaisir, bien-être, et la santé étant un autre métier, mais c'est plaisir, bien-être, santé. Et là, on sent que tous les clignotants sont ouverts dans cette direction. On est prêt à une aventure de dégustation, mais pas trop loin. Et puis, dès qu'on a une petite crainte, on revient sur des schémas beaucoup plus conventionnels et on se dit, alors là, oui, formidable, on revient vers les terroirs, on revient vers à l'ancienne, tout ce qui nous rassure, et ce qui, par moment, pour la cuisine française, est un frein à l'innovation. Parce qu'effectivement, si vous n'acceptez pas de faire un pas vers l'innovation, vers la nouveauté, il n'y a pas de nouveauté qui se crée. Or, qu'on voit dans le monde aujourd'hui, parce que le débat il est plus franco-français, il est planétaire, eh bien, il y a des façons d'aborder la cuisine autrement et de la regarder autrement et d'accepter des expériences que nous, Français, nous n'acceptons pas. Éric Trochon, vous qui êtes passé par une démarche canonique pour être devenu l'année dernière meilleur ouvrier de France, ces limites, par exemple, dans un cadre comme ça, est-ce qu'elles sont rigides? Et concrètement, à travers des exemples de plats, de mets, qu'est-ce que vous en dites? Déjà, je pense que, pour rebondir sur ce que disait Thierry, c'est que moi je pense qu'on a en restauration et en cuisine la limite de l'addition. Il y a aussi à un moment donné un frein au-delà même d'ingérer. On est très rarement dans l'expérimentation, on est très rarement dans le... On a quelques happenings culinaires avec Marc, mais au quotidien, c'est plutôt qu'est-ce que le client est prêt à accepter en termes de prix et en termes de rendu par rapport à ce qu'il a payé. Et cette démarche, cette notion de commercialisation est très importante et est aussi, pour moi, un vrai frein à la créativité. C'est qu'à un moment donné, le client qui vient dans un établissement, il est prêt à jouer à un certain jeu,
mais ils payent et il faut que les choses soient assez cadrées. Et je pense que ça, c'est un autre frein. C'est-à-dire, nous, on peut se faire plaisir, on peut créer, on peut aller très loin dans les textures, on peut aller très loin dans les goûts. On travaille sur des choses comme l'amertume extrême, mais je ne suis pas certain que quelqu'un qui vient au restaurant s'y retrouve, en tout cas quand on a cette relation commerciale avec lui. Donc ça, c'est la première chose. Pour répondre au canonisme par rapport au concours du meilleur ouvrier de France, il y a des choses qui sont demandées, qui sont de l'ordre effectivement de la gastronomie, de ce qu'on attend de la technique, mais c'est aussi ces contraintes qui vont nous donner une grande liberté ensuite. C'est qu'aujourd'hui, dans ce type de concours, et c'était assez extraordinaire sur le dernier concours, il y avait un des 3 plats, puisque nous avons 3 plats réalisés, qui étaient de pure création. On arrivait dans une salle avec des ingrédients et un marché. Et à ma connaissance, c'est probablement la première fois que ça se fait. Ça veut dire que la création pure, on n'avait pas de recette, on avait un brief, entre guillemets, c'est-à-dire des étapes culinaires à respecter, mais on avait une liberté à peu près absolue par rapport à ce panier. Et ça veut dire que la créativité rentre même dans des institutions comme le meilleur ouvrier de France. D'accord. Alors, on a vu qu'on pouvait repousser un petit peu dans la mer, le point de vue du sucré là-dessus, puis après, je voulais que Franck Zanesti nous parle de cette idée de contrainte et de liberté, et quels sont les éléments stimulants ou limitants par rapport à ça. On a dit tout à l'heure, pour nous, la contrainte est un facteur de stimulation pour la création. Parce qu'on a un client qui est en face, on a besoin de lui apporter du plaisir. La limite est aussi la nôtre, parce que quand on crée des produits, on a besoin de les goûter, de les sentir, et si nous, on a une émotion, on part du principe que le client l'aura aussi. Après, je pense que les clients sont plus ouverts quand on voyage. Si on est sur le territoire français, la clientèle a une exigence assez haute, notamment les Français, et je pense qu'on est plus ouvert quand on voyage. Il n'y a pas longtemps, je suis allé en Inde, et j'ai essayé énormément de choses que j'aurais peut-être pas forcément essayé si j'étais en France et si j'étais rentré dans un restaurant avec une démarche de m'asseoir à une table, d'avoir une addition au bout, alors que là c'était dans la rue. Et on a une capacité d'accepter la nouveauté ou des surprises d'acidité, de piment, de choses comme ça, beaucoup plus importantes quand on voyage que quand on est chez nous. Sur ce cadre plus ou moins limitant qui permet de créer, Franck? Il y aura plusieurs choses à dire. La première, en termes de contraintes, il y a les contraintes internes et les contraintes externes, effectivement. Par exemple, on compare avec les arts plastiques, il y a moins cette notion de contrainte, comme vous le dites, puisqu'il n'y a pas forcément une demande d'un client ou de quelqu'un qui vient goûter. Même s'il y a quelqu'un qui peut voir, c'est moins important chez ces personnes. En revanche, c'est vrai qu'elle peut être stimulante. Alors, c'est très Platon dans cette image de, il n'y a pas de liberté totale, mais il y a un degré de liberté. De toute façon, on est toujours pour être libre, il faut être attaché quelque part, et du coup, la contrainte, c'est ce qui nous attache quand même pour pas être complètement perdu. Et ça, c'est aussi associé à toute cette thématique un peu, un peu mythique, quelle est la séparation entre création et folie, un petit peu, jusqu'à où on peut aller pour que ça soit quelque chose de jugeable, d'adaptable, de communicable. Et on observe ça surtout chez les éminents créateurs, parfois cette proximité dans cette contrainte qui n'est pas respectée, et la contrainte, c'est l'autre, c'est le jugement de l'autre. Alors ça peut être une autre personne, ça peut être un cadre social ou sociétal, ça peut être un ensemble de parfums de goût. La contrainte existe, et elle est vraiment très motivante. Et je pense qu'on parlera du fait qu'elle peut aider aussi certaines personnes, à créer, alors qu'elles étaient un peu perdues, éparpillées, on va dire, dans leur processus de création. Alors, je vais rebondir, je voudrais qu'on aborde deux thèmes, mais rebondir sur un premier qui est sur la notion d'ouverture, c'est-à-dire le répertoire qu'on se crée pour pouvoir naviguer dans les contraintes qui sont posées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, vous l'avez dit. On reviendra aussi après sur le marché, parce que ça me semble un aspect important des choses. On est dans un acte commercial, donc on ne peut pas faire une création pour la création sans se préoccuper de ce que le mangeur va ingérer. Mais dans ce cadre limitant, comment on s'ouvre, quelles sont les sources qui nourrissent et qui permettent à l'esprit d'imaginer des choses qui sont acceptables et mangées et appréciées, mais...
Non, c'est très intéressant, tout ça, c'est formidable, mais c'est vrai que pour créer dans nos domaines, il faut accepter de prendre le temps de regarder et d'observer. Moi, personnellement, c'est plutôt autour du voyage et d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs pour voir ce que je peux faire en France. Donc ça, c'est intéressant. Mais je vais revenir à quelque chose qui, moi, m'interpelle grandement dans ces sujets de création et de création liés au monde de la gastronomie, aux créations culinaires. C'est l'environnement du restaurant qui a changé aussi. Moi, je vois bien le client aujourd'hui, à Shanghai, à Tokyo, à New York, à Paris, il n'a pas le même comportement. Il me semble qu'il ne ressent pas le restaurant comme nos parents ou nos grands-parents ont pu ressentir le restaurant. C'est un lieu d'expérience. On peut aller manger chez Eric et se dire j'ai envie d'une table saine, j'y suis allé régulièrement, c'était parfait, d'un rôtissage. Et puis le lendemain, passer sur une autre émotion culinaire. Est-ce qu'on rentre Moi je pose toujours la question, c'est de savoir si aujourd'hui on rentre au restaurant parce qu'on a faim ou est-ce qu'on rentre au restaurant parce qu'on veut vivre une émotion. Et c'est toujours très intéressant. Je vois par exemple, vous prenez le cas de Tokyo, à Nihonbashi, il y a un restaurant, il y a un lieu de restauration, je dirais, où il y a 4 points de vente différents. Un bar où il y a une cuisine très 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 avant-gardiste. Ça ne désemplit pas. Et en même temps, il a une mitoyenneté avec un restaurant extrêmement traditionnel, ça ne désemplit pas. Et on s'aperçoit que sur les 3 étages de ces restaurants, bien finalement, c'est à peu près la même clientèle qui circule et qui vient chercher à un instant précis une émotion culinaire différente. Donc je crois qu'il faut aussi, si on veut évoluer en termes de création culinaire, faire évoluer le lieu de restauration et accepter que finalement, cette société du zapping, eh bien, on est en plein dedans et qu'à un moment donné, on a envie d'émotions culinaires différentes à différentes heures de la journée ou à différentes heures de la semaine. Alors dans ce que vous dites, ce que j'entends, c'est que finalement, il y a aussi une dimension créative dans la capacité à faire lien, c'est-à-dire à lier ce qu'on a intégré. Pour moi, un lieu de restauration, c'est holistique. Il y a plusieurs univers qui vont vivre ensemble. L'hospitalité, du service, l'envie de faire découvrir, l'envie de faire connaître une cuisine, une signature de cuisine, ou alors de rassasier. Tout ça, c'est différent. Et je pense que le client aujourd'hui, il est vraiment en prise directe avec cela. D'ailleurs, on voit bien cette notion du cuisinier. On a connu le cuisinier caché dans sa cuisine, et puis il y a quelques dizaines d'années, la cuisine qui s'ouvre, encore un peu lointaine, encore un peu obscure, et puis aujourd'hui la cuisine est dans la salle. C'est intéressant de constater ça. Alors on n'est pas tous tombés amoureux des comptoirs japonais, mais cette relation face-to-face avec le cuisinier, avec ce que disait Marc tout à l'heure, cette main qui va nous nourrir, il faut qu'on ait confiance en cette main qui va nous nourrir. Donc on réinvente cette notion de restaurant, parce que est-ce que le restaurant de nos grands-parents qui était légitime à une époque est toujours légitime aujourd'hui? Je crois qu'il y a plusieurs modes de restaurants qui s'installent aujourd'hui sur la planète et ils sont tous légitimes. Moi je ne crois pas qu'il y ait de cuisine illégitime, mais je crois qu'à un moment donné on a besoin, ou on a envie surtout, de goûter autre chose à un autre moment. Mais ça peut passer de la cuisine très très classique, enfin, quoique on peut y avoir tout un débat sur la cuisine classique, est-ce que ça n'a pas été à une époque une cuisine moderne, mais on a besoin de différentes émotions comme ça en fonction de nos humeurs et de nos envies. On ne va pas traiter l'opposition, je pense qu'elle est... Mais pour moi, il n'y a même pas d'opposition, il n'y a même pas de conflit. Je voulais passer la parole à Eric pour épuiser un thème. Moi, j'entends la mise en œuvre de cette expérience globale du client à travers les inspirations qu'on a, mais je voulais épuiser la source interne d'inspiration du cuisinier. Vous avez parlé de voyage, Thierry également. Il y a aussi l'aspect mémoriel, je pense. Donc, l'idée qu'on a souvent, c'est du créateur en général, pas que du cuisinier, c'est l'espèce d'inspiration qui vient et qui mobilise en fait les ressources que chacun a. Donc je voulais qu'on parle un peu de ces sources, avant de parler méthode aussi, après derrière, pour annoncer la suite. Donc Eric, ce qui fait à l'intérieur de vous, ce que vous réveillez pour... Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que, en écho à ce que disait Thierry, j'ai l'impression qu'il y a la créativité, il y a des modes aussi. C'est-à-dire qu'en cuisine classique, autrefois, pour revenir au passé, le chef était un interprète d'une cuisine. Et sa créativité, c'était sa capacité à interpréter à sa façon un répertoire donné. Avec l'arrivée de la nouvelle cuisine,
on est devenu créateur. C'est-à-dire qu'on est à la fois Karajan et Wagner, les deux ensemble. Et je crois que ça a modifié considérablement notre comportement, et ça a modifié aussi le regard du public sur nous-mêmes. Et parfois, ça nous a un peu poussé à des extrêmes dans la créativité, justement, pour se poser en créateur et faire l'artiste un peu. Et ça, je trouve, bon, ça, après on peut juger là-dessus, mais en tout cas, il y a pour moi deux états vraiment, ou en tout cas deux étapes importantes. Un, le chef cuisinier qui est interprète d'un répertoire donné, et aujourd'hui, un créateur qui a son propre répertoire. Et dans les deux dimensions, que ce soit l'interprétation ou la création d'un objet, il y a une dimension créative. Je pense qu'il y a une dimension créative dans l'interprétation. Pourquoi on va préférer, notamment, puisqu'on a fait des parallèles avec la musique depuis hier, certaines interprétations à d'autres d'un répertoire donné ou d'une partition donnée. À l'époque, on jugeait le chef sur sa capacité à interpréter. Aujourd'hui, on le juge sur sa capacité à créer de nouvelles émotions. Pour prolonger quand même ce que je voulais explorer, à savoir les sources de l'inspiration que les cuisiniers ont, vous avez parlé d'interprétation, il y a aussi cette idée qui réconcilie les deux. Aujourd'hui, c'est la réinterprétation, les fameux revisités, etc. Comment ça se répartit? Moi, je voudrais juste qu'on termine là-dessus. Après, on ira sur l'aspect plus méthode que chacun développe, plus intuitif, plus organisé, etc. Mais ce qui est, pour épuiser le sujet du sentiment que le cuisinier a quelque chose, un moteur émotionnel, les sources, voyages, etc., réinterprétation, je fonctionne aussi sur le voyage, bien sûr, et c'est vrai que le débat art et cuisine, il est intéressant, mais il est quand même très franco-français, parce que, notamment en Asie, ça ne se pose pas en termes d'art, on est plutôt effectivement dans le domaine holistique, la cuisine est plus proche de la santé qu'elle n'est de l'art. Pour la Corée que je connais par exemple, que je fréquente un petit peu, la notion de cuisine, de culinaire est très liée à la notion de santé. Donc ça, c'était juste une aparté. Maintenant, pour répondre plus précisément, mon moteur sont en fait les regards et les rencontres. Les regards croisés, c'est pour ça que j'ai eu la chance de croiser Marc un jour, et sa qualité de regard m'aide énormément s'il y a une création, en tout cas dans cette création. Ça peut être aussi des musiciens qui sont très souvent des gourmands et qui vous renvoient également des émotions et qui vous poussent à essayer d'imaginer autre chose. D'accord. Les lieux, les autres, vous avez d'autres les sources de créativité qui, à l'intérieur de vous mobilisent? Dans votre expérience, vous disiez je voyage, Eric dit c'est aussi les rencontres et de se nourrir d'autres approches. Dans votre sensibilité à vous par rapport à vos créations, c'est quoi les sources de créativité principales? Et après, peut-être prolonger sur l'aspect méthode, dont je sais qu'il est un élément important de votre logique. Sans aller sur le processus, pour moi, les sources d'inspiration, c'est quand même les ingrédients. Ça part des ingrédients et des rencontres avec ces personnes qui font ces ingrédients. Donc les agriculteurs, notamment, que j'arrive à rencontrer régulièrement. Et c'est un peu eux qui sont ma source d'inspiration. À chaque fois qu'on goûte un produit, j'ai l'impression de redécouvrir les ingrédients à chaque saison, d'une façon différente. Et même si le répertoire, j'irais, est limité au niveau de l'agriculture, chaque saison, on en trouve des nouveaux. On a l'impression d'en trouver des nouveaux, alors que ça fait 20 ans que je fais ce métier, et puis j'espère encore découvrir des choses pendant 20 ans. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des stimuli, des ingrédients, et aussi l'histoire qui va avec, à travers ceux qui vous les proposent. Oui, bien sûr, parce que eux-mêmes ont une façon de les interpréter. Je ne sais pas si on goûte, par exemple, des cerises qui viennent d'être cueillies, ont un goût complètement différent que si elles avaient été conservées, mais eux-mêmes nous montrent leur méthode pour pouvoir les conserver. Et ça peut nous amener une idée, une inspiration pour se dire si je la transforme de telle et telle façon, je vais donner telle et telle émotion au client. Et après, là où nous, on a vraiment notre carte à jouer, c'est dans l'association. C'est de faire des associations qui sont créatives, mais aussi cohérentes et qui vont apporter autre chose. Alors, pour aller vers le processus, vous me disiez, vers cet aspect des choses, en s'éloignant de l'aspect source d'inspiration, vous me disiez un aspect important à travers les ingrédients, c'est la phase de sélection, donc le choix.
Oui, parce que chaque ingrédient, si on prend je sais pas, des abricots, des pêches, des cerises, peut avoir un goût différent en fonction de la région dans laquelle il est récolté. Et après, moi je me fais comme un tableau, un schéma où je me dis je vais mettre 2 ingrédients ensemble, 3 ingrédients ensemble maximum, et essayer de les interpréter au mieux à travers, là on commence à aller sur la technique, à travers un taillage, à travers une transformation, une cuisson, une conservation. Et c'est seulement après où je trouve le support pour pouvoir le mieux l'interpréter. Donc un support, ça peut être un millefeuille, un chou, une tarte, un dessert à l'assiette ou une verrine. Mais à chaque fois, on part de l'ingrédient. Thierry, sur le processus de mise en forme des idées, la méthode, quelques mots, puis après Marc, je pense, va parler de la forme. La méthode, il n'y en a pas. Il faut rester un rêveur. Enfin, je veux dire, il faut être rêveur. Je veux dire, après, vous allez écrire l'histoire de ce que vous avez rêvé, mais il faut avoir le nez au vent. Parce qu'il n'y a pas de... Je disais tout à l'heure, c'est du domaine du ressenti. On vit notre métier, on a dans le cerveau un certain nombre de produits, de produits qu'on a sourcés depuis des années, qu'on a envie de retravailler. Et puis après, comme on vient de l'évoquer, ce sont les rencontres. Mais il faut rester un rêveur. Après, la mise en forme de tout ça, elle est assez simple finalement, parce que vous devez écrire l'histoire de ce que vous voulez créer. Si vous n'écrivez pas l'histoire de ce que vous voulez créer, le plat lui-même n'aura pas d'histoire. Donc moi je crois vraiment à ça, et c'est ce qui est important à mon avis de protéger dans les entreprises, c'est de garder le type qui est le rêveur, et autour de lui mettre suffisamment de structure pour l'aider à concrétiser son rêve. Donc en général on essaye de dire qu'il faut un comptable et un vendeur, mais il faut pouvoir mettre du concret dessus, mais au départ c'est du domaine du rêve, du ressenti. Quand vous déambulez dans une rue, que ce soit en France, à Tokyo, à Bangkok, peu importe où, il faut avoir cette liberté d'avoir le nez au vent. Je crois que c'est pour tous les créatifs que je rencontre, Marc en est un, on a cette notion du doux rêveur. Alors on se fout de notre gueule de temps en temps, on se dit mais oh, le type c'est un peu un cinglé, c'est un doux rêveur, mais c'est le rêveur finalement qui, accompagné, va faire à un moment donné bouger des rigidités. Et c'est le rêveur qui doit écrire, le créateur, qui doit écrire un petit peu l'histoire de ce qu'il veut mettre en œuvre. Alors ça peut être écrit par le dessin, ça peut être écrit évidemment par le texte, mais à un moment donné il faut faire naître la création. Et après, où ça va, où ça s'arrête, effectivement c'est le public qui va faire la différence. Moi j'avais un chef quand je travaillais au Japon Murata me disait, tu sais, si une cuisine rencontre son public, ça va. Si elle ne rencontre pas son public, eh bien on s'arrête et on passe à autre chose et on fait une autre cuisine. C'est ça qu'il faut se dire à un moment donné, quand vous avez fait une création, il y a des créations qui fonctionnent et puis des créations qui ne fonctionnent pas. Et il faut accepter de prendre cette part de risque. Moi j'ai toujours une image sur la création, je ne sais pas si vous êtes déjà monté en haut d'un tremplin de saut à ski, et la création c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous êtes en haut de ce tremplin, vous regardez la belle vue que vous avez là, vous dites c'est magnifique, oh là là, et puis j'y vais ou j'y vais pas. Et puis à un moment donné vous vous lancez, soit vous vous cassez la gueule au mauvais endroit, c'est pas très grave, vous tombez dans la neige, mais au moins vous avez avancé vers un processus de création, et vous avez été quand même plus loin que là où vous étiez auparavant. Donc c'est prendre aussi le risque par moment d'être franc-tireur, de rester franc-tireur, d'accepter d'avoir effectivement la possibilité de se casser la gueule ou d'être critiqué, mais à un moment donné, il faut avoir l'audace. Et souvent, ce qui nous manque dans le processus de création, c'est de dire il faut avoir l'audace. Moi, je pense toujours à mes aînés qui finalement ont eu à un moment donné l'audace de faire et ne pas dupliquer. Et ça, je trouve que c'est important dans le processus de création d'avoir cette liberté du doudingue qui finalement va faire avancer la société et puis va proposer à un public quelque chose. Et à un moment donné, soit le public reçoit ça comme un cadeau et l'envie de le partager avec vous, soit le public ne reconnaît pas cette création, et dans ce cas-là, il faut passer à autre chose. Mais il faut garder cette légèreté au processus de création et pas de se dire si je le fais, et si je le fais pas, et si je le fais, est-ce que je prends le risque d'être critiqué ou pas. Et moi, je m'aperçois aujourd'hui, ce qui avance dans le monde, c'est les gens qui reprennent de l'audace. Et souvent, ce qui nous manque en France, c'est qu'on doute tellement de notre capacité à créer, mais que finalement on n'y va plus. Et on a mis
énormément de temps à des processus de réflexion pour savoir si c'était le bien ou si c'était pas bien, ou s'il n'y aurait pas un conflit entre la tradition et l'innovation. On perd tellement de temps dans ces conneries que finalement on a perdu la légèreté et l'audace de créer. Et je crois que c'est, à mon avis, et c'est mon humble avis, ce que je crois en termes de création. Déconnons, marrons-nous, éclatons-nous. Il faut se faire plaisir, cette notion du plaisir. Quand un créateur se fait plaisir, en général, il fait plaisir. Et je crois que c'est ce côté intime de la création qu'il faut partager, et puis pour continuer à avancer. Je retiens la notion qui me plaît bien de saut créatif, qui a déjà été utilisée dans d'autres domaines. Mais la cuisine est combinatoire. Marc, je pense que vous avez un point de vue sur la forme, la méthode qui est peut-être un petit peu différent ou complémentaire. Sur la question de la méthode, je pense que il y a, moi j'aime bien ronchonner, c'est pas bien tout ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un moteur, l'insatisfaction est un moteur pour pouvoir progresser et pour dire finalement comment on pourrait faire autrement, comment on pourrait faire mieux, comment on pourrait imaginer les choses autrement. Et la difficulté, c'est d'éviter d'être corporatiste, d'avoir des fonctionnements qui sont déjà prédéterminés. Je pense qu'un des intérêts de mes interventions dans des écoles de cuisine, c'est d'essayer de déstabiliser les étudiants qui sont extrêmement bien formés, avec un cadre très précis, et justement essayer de les bousculer un petit peu pour les mettre en déséquilibre. Cette question d'avancement ou de saut, elle est essentielle. Qui n'avance pas recule. La personne qui veut avancer, qui est créatif, elle est toujours en équilibre et elle en constant une certaine forme de mise en danger qui me semble essentielle. Et dans les projets qu'on mène avec Eric, je pense qu'on s'autorise une part d'échec qu'on assume et qui en plus me semble assez valorisant et presque qui apporte de l'humain c'est-à-dire que tout ce qui fonctionne pas montre aussi nos défaillances et apporte de la sensibilité. Donc je ne pense pas que ça soit à notre défaveur. Il y a 20% je sais pas, je donne un chiffre comme ça a l'air scientifique, mais c'est pas le cas. Mais je pense qu'il y a 20% des trucs qui fonctionnent pas. Mais c'est pas grave. Ça nous permet d'avancer. Et alors on a un cadre assez privilégié pour avoir cette prise de risque. Mais je pense que on peut aussi assez facilement se cacher derrière des contraintes en disant ah ben non je peux pas parce que j'ai pas les sous, ou non je peux pas parce que le marché n'est pas comme ça. Il y a une volonté de changer le cadre. Et dans le cadre de la création culinaire, et je rejoins Thierry là-dessus, je pense que c'est une expérience globale et que ça ne se limite pas à la création de l'assiette. Ça peut être aussi changer des rythmes de travail, s'octroyer des temps de recherche ou des temps de respiration, d'inspiration, etc. Donc il y a, semble-t-il, une vision globale à avoir sur le fonctionnement. Même le terme, à partir du moment où on dit restaurant, on a un référentiel qui est extrêmement précis. Finalement, qu'est-ce que c'est que cette expérience ? Est-ce que c'est se nourrir ? Est-ce que c'est apprendre des choses ? C'est des moments différents, comme l'a dit Thierry. Le mangeur est extrêmement versatile. Il n'est plus du tout catégorisé. C'est pas le Homer Thermidor du bon bourgeois et la purée de fèves pour le prolo. Maintenant, on bascule de l'un à l'autre. On a envie de vivre des expériences qui sont différentes. Et ne serait-ce que questionner cette question de restauration, qu'est-ce que je mets dans mon corps, comment j'ai envie de le faire. Déjà, quand vous ouvrez sous ce spectre-là, vous avez un champ créatif énorme. Donc ça veut dire, j'entends bien ce que dit Thierry Marx, c'est-à-dire qu'il faut aller au bord du tremplin, des tremplins et se jeter, c'est ça qui manque un peu. Mais moi, le chemin qui mène au bord de la planche, il peut être plus ou moins intuitif, plus ou moins systématisé. Dans ce que vous dites, il y a une réflexion, c'est pas je fonce en fonction juste une impulsion. Je pense pas qu'il soit intuitif, c'est-à-dire que c'est pas, on s'assoit pas devant une table avec une feuille blanche et puis les idées germent comme ça. Il y a un travail d'analyse, de recherche, d'inspiration évidemment à mener. Mais cette question de la créativité, j'enseigne dans une école. Ça n'enlève pas l'émotion, hein, on est d'accord, je pense, pour rejoindre ce que dit Thierry. Parce que on sait maintenant, depuis Damasio, que la décision, elle peut être émotionnelle aussi.
Sur la question de la créativité dans les écoles d'art, c'est un vaste sujet. Comment on génère la créativité? Quels sont les outils qu'on met à disposition des étudiants pour avoir des esprits qui sont créatifs? C'est une vaste question. Je pense qu'on n'a pas eu de réponse en fonction des sociétés, des statuts, etc. C'est un curseur qui est toujours mouvant. Et pour nous, en tant qu'enseignants, on n'a pas de méthode par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est en questionnement permanent sur comment on va pouvoir apporter des impulsions, des informations. C'est aussi un métier qui est super parce que voilà, on est là dans le cœur de la vie et du mouvement, mais c'est un métier qui n'est pas facile parce que on est sans cesse en questionnement sans savoir de résolution. Pour rebondir sur le point de vue de la prise de risque, hein, le saut, je pense qu'on a une notion là-dessus sur la gestion de l'ambiguïté. Alors, je vais revenir aussi sur la partie exploration, puisqu'on a parlé voyage, information. Il y avait des études qui avaient été faites avec des personnes tout venantes, comme on dit, et qu'on confrontait à une situation où on leur laissait leur créativité musicale, on leur laisse plein de petits instruments, on les présente, et après on leur demande soit de faire avec une boîte à musique une musique, soit de créer quelque chose de musical. Et en fait, on constate que plus les personnes ont tendance à explorer, plus elles étaient créatives après coup, l'épreuve créativité. Donc il y avait le nombre, on va dire, très factuel, hein, le nombre d'éléments explorés, le temps passé pour explorer était prédicteur de la créativité après. Donc c'est vraiment important dans le processus qu'il y ait cette phase d'exploration. Alors ce qu'on ne sait pas encore, si c'est le désir d'explorer, puisque la personne qui explore c'est quelqu'un qui est motivé pour, ou si c'est le fait d'avoir un certain nombre d'informations. Donc c'est bien le côté émotionnel par rapport au côté plus systématique. Voilà, le côté motivationnel et connaissance. Oui, mais c'est comme pour ce que vous dites quand on arrive devant la planche pour sauter au ski. C'est comment on arrive devant. Il y a cette question-là. Alors il y en a qui vont vous dire, il y a des théories qui disent que c'est par hasard. Là, je me baladais, je suis arrivé là, et après, effectivement, la prise de risque, c'est après. Donc ça aussi, c'est un élément très important. La prise de risque, ça, c'est certain, c'est dans le processus créatif. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de produit. Donc il faut arriver à ne pas avoir peur, effectivement, de la chute et de se faire mal ou de se casser un bras. Mais c'est la posture pour y arriver, effectivement, je suis bien d'accord. Mais ce que je dis, Marc, est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi avec la dramaturgie de l'échec, en disant, bah oui, on crée et on se trompe. Et pour moi, c'est très important de se dire, bah oui, dans la création, mais à un moment donné aussi, et notamment pour les élèves ou pour les jeunes collaborateurs, c'est de leur donner ce potentiel d'être un homme, au sens large du terme, positif, pour avoir cette posture de l'audace, de oser. Alors évidemment, pour arriver jusqu'à la posture du créateur, et là je suis d'accord avec mes confrères, c'est de dire il faut aussi passer par l'apprentissage des fondamentaux. Vous n'arrivez pas à la posture, je parle pour mon métier, du créateur sans être passé par le référentiel je dirais, plus classique, de connaître ses fondamentaux professionnels pour pouvoir ensuite aller explorer de nouvelles pistes. Donc c'est pour arriver au bord de la planche, comme vous dites, eh bien je pense qu'il faut gravir les échelons comme ça, de bien connaître son environnement professionnel, un certain nombre de choses qui sont, je me répète, des fondamentaux pour être, à un moment donné, avoir envie de faire autrement et d'aller un peu plus loin que ce que nous ont laissé comme héritage nos aînés. Eric, et puis après je vais poser la question de la prise de risque à Fabien Rouillard. Oui, mais justement, ça m'intéresse cette prise de risque parce que vous nous demandiez quels étaient les freins tout à l'heure à la création en cuisine. Si la cuisine était dans l'absolu de cuisiner pour soi et de ne pas avoir de retour, tel un artiste qui peint sa toile et la laisse comme ça, nous on a vraiment cette notion de sanction. On est sanctionné en permanence par le regard de l'autre et la prise de risque chez nous, on la tempère par cette relation commerciale qu'on a, et je suis désolé d'insister là-dessus, mais dans les freins, il y a effectivement des freins à l'ingestion de matières dangereuses, mais il y a également cette notion de pouvoir vendre et d'être compris, ou en tout cas d'être accepté, et la prise de risque, elle est quand même très tempérée. Maintenant, sur le processus de création, il se trouve qu'à l'école, effectivement, on a la chance de travailler avec Marc, mais c'est une collaboration qu'on avait à l'extérieur et qu'on a ramené à l'intérieur de Ferrandi.
Et c'est un peu basique de travailler sur un panier, mais c'est important, c'est la base. Ensuite, quand les étudiants montent un petit peu en compétences, les regards extérieurs de gens comme Marc qui font du design, d'historiens éventuellement, amènent au processus créatif. Et ça, c'est très important pour nous. Et à Ferrandi, on est très attaché à cette idée d'ouverture. Fabien, jusqu'où on peut aller dans le risque et comment on vit après, au milieu de tous les risques que les autres ont pris pour trouver son chemin. En gros, on se trouve face à de plus en plus de créations qui sont réelles, reconnues ou pas, mais qui nécessitent soi-même de surenchérir peut-être et de prendre d'autres risques. Moi, je suis peut-être un peu plus rationnel dans le processus créatif, parce que j'ai besoin d'écrire les choses et d'avoir un point de départ et un but. En revanche, la prise de risque doit être assumée et surtout, c'est à nous de pouvoir trier en amont. Je pense que c'est pas au client. Je veux pas que le client soit déçu. Donc, si on a des échecs, ils doivent être en amont. Et c'est pas le client qui doit voir cet échec. On doit absolument trier avant, faire des essais, construire notre produit pour qu'il soit le plus parfait possible et surtout le plus compréhensible possible pour le client. J'espère et je crois que les clients ne sont pas déçus aujourd'hui à chaque fois qu'on leur sert un produit que j'ai travaillé soit en 3 étoiles Michelin, soit pour une boutique comme aujourd'hui. C'est pas au client de subir cet échec, mais c'est plutôt à nous, en amont, de bien sélectionner ce qu'on fait. Mais on ne s'enlève pas la possibilité des fois de co-création avec le client, avec le marché du coup, parce que quelque chose sur lequel on a une réelle prise de risque et qui va fonctionner de façon inattendue, on ne l'aura pas sélectionné, enfin on l'aura pas écarté a priori. Après, le succès, c'est plus une notion de volume. On va toucher un public plus large. Il y a certaines créations qui vont toucher un public beaucoup plus large parce que ça sera peut-être plus lisible, plus simple, plus accessible, en ayant fait moins de mélange, parce que je pense que les clients n'aiment pas qu'on mélange trop de choses en même temps. C'est juste l'élargissement du public qui crée le succès d'un produit. Alors, on va venir doucement sur jusqu'où on peut aller par rapport à ce marché, mais je voulais que vous prolongiez votre propos de tout à l'heure avec notamment cette notion de comment gère le créatif ou le plus ou moins créatif cette difficulté à gérer ce que vous appelez l'ambiguïté, je crois. Oui, il y a. Oui, effectivement. Donc il y a la prise de risque qui est une chose, mais on constate aussi que quel que soit le domaine pour le coup, ce qui est favorable à oser créer, c'est ce qu'on appelle la tolérance à l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a toujours dans le processus un moment où c'est ambigu, que ça soit dans le produit, que ça soit dans les étapes, et il y a certaines personnes qui arrivent à tolérer cette ambiguïté, voire la préférer, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment stimulés parce qu'il y a quelque chose d'ambigu, aller au-delà et finalement arriver à réaliser quelque chose. Donc il y a vraiment cette notion-là de passage quand il y a un moment ambigu, ce qui est classique dans les processus créatif, surtout si on est dans une position associative où on essaye d'associer différentes choses, où il faut tolérer cette ambiguïté. Alors tolérer cette ambiguïté, c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est pas forcément quelque chose, mais il y a vraiment cette étape-là importante dans le processus, qui est entre la phase d'exploration et la phase où on commence à ce qu'on appelle la phase d'incubation, en fait, où il y a quelque chose qui se passe on va dire un peu associatif, et finalement quelque chose arrive, c'est insight. Et alors pour remplir les légions de gens qui osent, auxquels aspire Thierry Marx, est-ce que, pour détailler un peu le sujet, ça s'apprend ça, à mieux gérer, ou c'est forcément dans la personnalité au départ? C'est un point important qu'on n'a pas traité. En gros, est-ce qu'on la partie innée acquis de la création, la question est un peu compliquée parce qu'il n'y a pas de réponse définitive à ça. Je veux dire, comme tout, il y a une part d'inné et une part de facteurs environnementaux. La tolérance à l'ambiguïté, tout dépend si on est sur la notion de préférence ou de capacité. On peut préférer des choses ambiguës sans pour autant effectivement être capable de les franchir. Ça va être de l'ordre c'est d'abord de l'ordre de la personne, on va dire, d'une préférence, mais après c'est quelque chose techniquement qui peut éventuellement je dirais pas s'apprendre, mais il peut avoir du soutien, de l'aide pour savoir. Là, il y a une personne, imaginons qu'elle est face à une situation ambiguë, ce qui l'empêche
de développer son potentiel créatif, on peut effectivement lui donner des coups de pouce, si je puis dire, ou des outils pour lui dire, voilà, là, tu es devant une situation ambiguë, pourquoi tu la trouves ambiguë, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'empêche d'aller au plus loin, est-ce que c'est purement cognitif, technique, ou est-ce que c'est une question de motivation, est-ce que c'est une question de peur, etc. Ça, il peut avoir effectivement du soutien. Après, apprendre la tolérance à l'ambiguïté partiellement, c'est-à-dire soutenir, oui, apprendre, je ne sais pas. D'accord. Alors pour rebondir sur ce que disait aussi Eric avec les élèves, la transmission, et puis la transmission, je crois que c'est un thème qui est cher à Thierry Marx. Est-ce que cet instinct de chercher du nouveau, d'explorer, ça se transmet dans vos équipes? Comment vivez ça, vous? Non, c'est vraiment un travail collectif. C'est-à-dire qu'il faut passer le relais de la créativité. Il faut donner envie. Il faut casser cette peur qui est en nous de ne pas oser. Et ça fait partie de mon travail de chef et de chef d'entreprise, de dire mais osons ensemble, parce qu'ensemble on a moins peur, et c'est aussi ça qu'il faut faire passer comme message quand on transmet du savoir-faire, en leur disant attention, donnez-vous les moyens, donnez-vous les outils nécessaires pour pouvoir oser la création et trouver la posture de la création. Mais ce que je crois personnellement, et c'est encore une fois mon humble avis, je crois qu'il faut casser cette peur et casser cette dramaturgie du risque de l'échec pour retrouver de la légèreté. N'oublions pas qu'en France, on a parlé de la nouvelle cuisine, mais reprenez les écrits des années 70, 75, 80. Que ne disait-on pas sur la nouvelle cuisine? Comment pouvait-on... J'ai lu un dernier article en 1975 sur Michel Guérard. On disait mais qu'est-ce que c'est que cette cuisine, cette gastronomie, cette cuisine master gastronomique, c'est juste une foutaise. Regardez, il a osé la cuisine master gastronomique. Regardez, aujourd'hui c'est un de nos grands défenseurs du patrimoine culinaire français. Mais je prendrai le cas d'Alain Sanderins, d'Alain Chapelle, tous ces personnages de la gastronomie ont à un moment donné osé des choses. Et là, aujourd'hui, on est dans cette peur depuis une vingtaine d'années de ne pas oser. Alors, j'étais à Oslo la semaine dernière, j'avais les 3 ou 4 Bocuse d'Or qui étaient là à me donner des grands cours sur ce que doit être la gastronomie. J'ai dit, mais vous êtes gentil, je veux bien prendre des cours, mais je peux au moins choisir les professeurs. Pareil à Saint-Sébastien sur la créativité. J'ai beaucoup d'amitié pour Martin Barasategui et tous mes confrères espagnols, mais je me dis, en France, on est aussi capable de se libérer de ces chaînes, finalement, de la peur aujourd'hui, pour redevenir un peuple créatif. Et c'est pour ça que je parle souvent de peur dans le processus créatif, parce que il faut oser à un moment donné, il faut oser prendre la posture du créateur. Mais quand on ne propose rien, finalement, il ne se passe rien. Vous ne savez pas si vous allez avoir un public ou pas. Alors, il faut oser. Alors, évidemment, vous prenez des baffes sur la gueule toutes les 5 minutes en vous disant « pas beau, pas bien, c'est pas la tradition ». Non, l'innovation, c'est un petit peu des francs-tireurs, un peu voyous. Et puis, les gens qui feraient de la cuisine classique seraient des gens bien. Je suis désolé, mais tous les plats classiques ont été des plats innovants à une époque. Relisez l'Escoffier, relisez Carême, relisez tous les grands titres de la cuisine française. Tous les plats classiques ont été des plats innovants à une époque. Eh bien, dans ce 21e siècle, reprenons la main en France sur la gastronomie, sur le processus de création. C'est bon pour nos entreprises. Avec Raphaël Aumont à Orsay, on a créé un pôle de recherche et de développement. On nous a dit, mais c'est juste une connerie. Mais qu'est-ce que c'est que ce gadget encore? On s'est dit, bien, l'artisanat a un vrai problème. L'artisanat n'a pas les moyens, en France, d'avoir un centre de recherche et de développement. Ce qu'a l'industrie, eh bien, on va essayer de le créer, on va essayer de le faire. Ça marchera pas. Mais moi, je suis certain que ça va marcher. Mais il faut oser. Et tout à l'heure, on parlait de cette bicéphalité entre l'artiste et l'artisan. Finalement, le chef, il a 2 têtes. Il a une tête d'artisan, mais il doit aussi être capable de dupliquer un certain nombre de fois ses créations. Ça aussi, ça se travaille, il faut le mettre en œuvre. Donc, mais ce que je défends, moi, aujourd'hui, c'est de dire, osons la créativité et arrêtons avec la dramaturgie de l'échec pour se libérer un petit peu. Là, je vois en ce moment... sur la planète gastronomie, des tas de gens qui viennent nous donner des leçons. On est, comme vous le savez, en enregistrement d'émissions en ce moment, où on a 16 jeunes Français
et étrangers d'ailleurs, qui se disputent le concours, qui sont tous plus brillants les uns que les autres. Et il y en a, d'un côté, on sert une cuisine à la René Redzepi, qui est parfaitement légitime chez René Redzepi, mais pas forcément sur les terroirs français et sur le savoir-faire français, et puis une autre cuisine qui arriverait d'Espagne ou d'ailleurs, et il faudrait qu'on s'émerveille de tout ça. J'ai beaucoup de respect pour mes confrères étrangers, mais je me dis, en France, il faut remettre en œuvre le processus de création et cette liberté de la création. Aujourd'hui, on ouvre 4 parapluies avant d'essayer de créer quelque chose. C'est insupportable. C'est insupportable. Et vous parliez de la transmission et de la formation professionnelle. Ce qui était légitime au XXe siècle ne l'est plus peut-être forcément au XXIe, repensons la façon de transmettre à nos jeunes notre métier, évidemment en passant par les fondamentaux de notre métier, un certain nombre de postures qu'il faut avoir pour être créatif, mais osons la création, parce qu'on n'a pas de leçons à recevoir là-dessus. Alors moi, j'ose prendre la balle au bon. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, tous autour de la table, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on termine avant de passer la parole au public, je pense qu'il y a des questions intéressantes à évoquer en interaction avec la salle. Est-ce que, finalement, une des traditions aussi de la cuisine française, c'est d'avoir su codifier depuis longtemps ses pratiques, ses recettes. Est-ce que sur cette période où on est quand même dans une explosion des choses qu'on peut voir, on n'a pas aussi, où d'autres pays écrivent, codifient un peu, en fait, ont l'air de prendre un peu la main sur la formalisation de certaines choses, on n'a pas aussi un enjeu d'avoir une lecture large de notre cuisine, d'intégrer ces choses de façon un peu plus systématique, d'avoir notre propre lecture des choses et de la proposer et de la garder, quoi, comme ça a été fait dans l'histoire de la cuisine, quoi. Est-ce qu'on est toujours dans cette tension entre la codification et puis le geste qui tente, mais... Vous savez, il y a eu une codification en France qui a été le guide culinaire. Eric pourrait en parler aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Le guide culinaire a été une codification de la cuisine, mais ça n'a pas empêché Escoffier d'être un homme extrêmement moderne en termes de cuisine. Il a été un référentiel professionnel jusqu'à la fin du XXe siècle, extrêmement important. Je relis l'Escoffier quasiment pas dans son intégrité toutes les semaines, et je me dis, mon Dieu, que cet homme était moderne. Mon Dieu, que cet homme a su effectivement codifier les choses, mais quand on relit autre chose que le guide culinaire, quand on lit les courriers d'Escoffier, mais vous voyez que cet homme, il était en recherche permanente, et il a été un socle incroyable pour les cuisiniers de façon planétaire. C'est-à-dire que le guide culinaire est en français, est traduit en anglais, donc je ne connais pas un chef au monde digne de ce nom qui n'ait pas lu le guide culinaire. Donc c'est important de codifier les choses, mais aussi il faut qu'avec ce socle de connaissances fondamentales, on puisse aussi passer à autre chose, et nous-mêmes, nos générations, être capables d'écrire une nouvelle recette et de nouvelles choses. Non, mais je pense que la notion de codification d'Escoffier, c'est équivalent aux publications aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, publier, c'est une façon de marquer son territoire et de marquer son nom. Effectivement, il n'y a pas d'équivalence, où je me trompe, dans les cuisines du monde, pour les pratiquer un peu, au guide Escoffier, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on pourrait considérer qu'une publication dans un magazine est une forme plus éclatée en quelque sorte. Plus éclatée, ouais. En tout cas. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait Thierry tout à l'heure, j'ai la chance dans le restaurant où je suis aujourd'hui d'être associé avec des Américains. Et je suis au regret de constater que les Français, on est très créatifs, on n'est pas innovant parce qu'à un moment donné, il y a cette peur. Et cette peur, elle est prégnante, elle est partout. Monter une entreprise en France aujourd'hui, c'est de la folie. C'est juste impensable. Et quand on travaille avec un Américain, tout est possible. Avec un Français, rien n'est possible. Avec un Américain, tout est possible. Après, il faut prouver. Il faut prouver parce qu'il regarde les comptes, parce qu'il suit, etc. Mais il y a cette notion de pédagogie de l'erreur aussi. À Ferrandi, on pratique la pédagogie de l'erreur. On accepte à un moment donné que les élèves ne soient pas aussi brillants. On accepte de ne pas avoir 100% de réussite aux examens, parce que ça fait partie du geste. Et j'accepte que mes étudiants se trompent, et j'accepte que de temps en temps, ils fassent des trucs qui ne soient pas mangeables. Parce que quand ils vont au bout de leur démarche, et je pense que dans la notion de créativité, je leur laisse suffisamment de champ pour qu'ils puissent se tromper. Et quand on est devant un plat et qu'on se dit c'est pas terrible ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, d'un seul coup, on a matière à parler, on a matière à s'améliorer. Et on chante complètement cette notion de réussite absolue tout le temps, partout, et qui nous cristallise et qui nous empêche d'avancer.
C'est très intéressant ce que dit Eric. Et c'est vrai que, pour revenir à ce que vous disiez, comment on amène la personne à créer, comment on l'amène sur le bord de la planche. On a un exercice que nous pratiquons à l'Institut Paul Bocuse, c'est de donner un produit à des élèves qui souvent ont des connaissances cuisine assez longues déjà, et on leur dit, ben voilà, vous allez faire 3 plats avec une boule de céleri. Ah mais non, mais c'est pas possible. Et on ne veut pas de déchets. Et là, il y a un énorme blanc, y compris chez les professeurs d'ailleurs. Et on se dit, vas-y. Et finalement, l'élève va s'asseoir, prendre une feuille, commencer à écrire ce qu'il sent, faire des schémas, et vous allez le voir partir dans le processus de création. Vous l'avez mis dos au mur, il n'a plus de plan B, il n'a qu'un plan A. Et là, vous allez le sentir, vous allez palper chez lui cette capacité à créer. Finalement, il va vous faire, il va demander à l'encadrant, est-ce que je peux utiliser la peau ? Est-ce qu'on peut utiliser l'épluchure du céleri ? Ah ben non, c'est dans tous les manuels de cuisine, l'épluchure c'est pour la poubelle. Ah ben oui, en France, mais en Corée, au Japon, non. Donc, on va dire, mais tu peux utiliser. Ce sont des fibres, ce sont des choses intéressantes, on peut les infuser, les émulsionner, vous obtenez quelque chose. Ah bon, le cœur du céleri, ah oui, alors là c'est autre chose, on peut en faire une semoule fine, je vais réfléchir, comme ça. Le cœur, ce côté un petit peu spongieux du céleri, là il y a une texture qui m'intéresse, je peux en faire autre chose. Vous voyez, vous mettez à un moment donné, effectivement, ce que dit Eric est très juste. Il faut accepter de se tromper, accepter que ce soit pas bon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avions compris il y a une dizaine d'années qu'il fallait sortir le laboratoire d'innovation, le laboratoire de R&D du champ du restaurant. Il fallait en faire un monde à part. Je vous dis, un monde de doudurdingues qui vont essayer de créer. Et puis, ce qui est bon, ce qui marche, eh bien, le réintégrer dans l'entreprise. L'industrie fait ça très bien. Elles ont leur laboratoire de R&D déporté du lieu de production, et une fois que c'est valable sur la R&D, eh bien, on va le remettre dans la production. Mais à un moment donné, si vous voulez mettre l'élève, ou nous-mêmes, nous mettre dans la posture d'être créatif, parce que bien souvent, quand un produit marche, eh bien, on se met dans la zone de confort. On se dit, elle marche cette recette. Puis ça fait du business, et puis ça fait de l'argent. Pourquoi je me compliquerais ? Et là, on part dans la spirale inversée de la zone de confort et on ne réfléchit plus. Donc, de façon récurrente, et pour mon cas, c'est 1 fois par semaine, je rentre dans le laboratoire avec ce cerveau collectif où nous nommons dans l'entreprise un certain nombre de personnes qui viennent nous aider et des personnes que nous payons pour venir comme consultants d'entreprise et nous réfléchissons. Mais bien souvent, nous partons sur cet exercice du monoproduit pour essayer d'avancer vers de nouvelles recettes. Et quand vous le faites en milieu scolaire, bien vous apercevez que mais ces personnes que vous avez deviennent terriblement créatifs. Vous cassez les codes. Et c'est extrêmement important d'amener ces personnes sur le bord de la planche et puis de dire, vas-y, de toute façon, au pire, on tombe sur un tapis de neige. Mais on sera toujours allé plus loin. Ouais. Nous, c'est exactement la différenciation qu'il peut y avoir entre intelligence et créativité. Savoir appliquer des vieilles recettes à une tâche familière ou trouver quelque chose de nouveau, une nouvelle solution. Et la tâche que vous avez évoquée tout à l'heure, celle de mettre quelqu'un devant c'était quoi, je ne sais plus, mais un monoproduit. Nous, c'est exactement qu'on étudie la pensée divergente, c'est-à-dire vraiment la capacité d'une personne à pouvoir aller à un moment donné dans différentes directions, qui est à la fois effectivement s'autoriser à aller dans plusieurs directions, mais aussi d'être capable, c'est-à-dire pouvoir chercher plein d'informations, etc., sans inhibition en fait. C'est surtout ça. Et viendra le moment où il faut un moment quand même converger, puisqu'il faut donner quelque chose, mais il y a cette étape essentielle d'aller dans tous les sens, quitte à aller dans des choses un peu éloignées par rapport à la base, mais vraiment cette pensée divergente est hyper importante dans le processus. Pour aller dans le sens des expériences qu'évoquait Eric ou Thierry Marx, on a aussi construit à l'école Ferrandi des ateliers sur le mode des cadavres exquis, un peu comme du tac au tac, au savant destin, où l'un commence, l'autre continue, où on peut mobiliser cette intelligence collective. Finalement, c'est gérer la peur à 2 ou à 3, en se tendant la main et en permettant d'évoluer dans des zones où tout d'un coup on réalise des choses et on est obligé d'exprimer à l'autre ce qu'on veut faire, donc d'en tester les limites, mais aussi les possibilités, quoi. Donc je pense que, et c'est peut-être passer la parole à Marc. Voilà, ça marche ? Il y a des enjeux aujourd'hui, juste pour finir, pour cette. Finalement, on retiendra cette image de la planche que Thierry a amenée, qu'on a tous un peu détaillée de notre point de vue. Il y a des façons de faire que ces sauts créatifs
aille le plus loin possible, mais effectivement on tombe dans la neige, dans un confort où ça fonctionne, à condition de baliser la planche de différentes façons, émotionnelles, rationnelles, les deux combinés. Et c'est peut-être des enjeux. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que en France, on a certainement un discours à produire là-dessus, plutôt que laisser les autres écrire des gros bouquins. C'est pas chauvin et pas facilité par rapport à la salle, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Je finirai là-dessus avant de te donner la parole, Marc. C'est que on nous écrit ce que doit être la vision globale de la cuisine ou la façon de penser les choses qui essentiellement été produites en France avant. Donc peut-être qu'il faut aussi oser ça, c'est-à-dire reprendre un peu la main. C'est une chose dans laquelle on croit, nous, à l'école Ferrandi, et de façon ouverte d'ailleurs, pas nationaliste, mais initier, impulser la réflexion qui redonne cette vision d'une cuisine qui a quand même beaucoup évolué, quoi. Non, moi, il y a plein de trucs qui me font réagir. Je bouge. J'aurais préféré être autour d'une table, une vraie table ronde avec une bouteille de vin au milieu, pour avoir des échanges un peu plus dynamiques. Bon, ça, c'est une aparté, mais juste, je pense que ce qu'on doit faire, c'est générer des espaces de liberté. Alors après, je ne sais pas quelles sont les techniques, et je pense qu'elles sont toujours en mouvement, qu'il n'y a pas de recette pour générer ces espaces de liberté. Mais très clairement, c'est ouvrir ces fenêtres dans des champs qui sont très normés. Si on a des contraintes économiques, il faut se dire à ce moment-là, on est capable d'ouvrir des petits espaces de liberté. Et je pense que le créatif, c'est un bien grand mot d'ailleurs. La personne qui se met constamment en questionnement, c'est cette capacité à s'ouvrir ces espaces de liberté. C'est tout. C'était une belle conclusion. On va peut-être passer un peu, continuer bien sûr à discuter avec des échanges avec la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, oui. Oui, je suis Nicolas Drabaudy, donc je suis un chroniqueur de gastronomie. Je voulais d'abord féliciter Thierry Marx de son discours et de l'audace, de la créativité qu'il y a au mandarin, au sur-mesure. Je pense que des chefs comme lui et Pierre Gagnère font avancer la cuisine mondiale. N'est-ce pas ? Tous les cuisiniers, disons les 26 3 étoiles en France, ne font pas la même cuisine. La diversité, elle est dans les gènes et elle est dans le travail accompli. Georges Blanc, il ne crée pas comme Thierry Marx. De même, Joël Robuchon, il a un système culinaire qui n'a rien à voir avec Alain Ducasse. Donc je pense que chaque cuisinier a une personnalité plus ou moins portée vers la création, c'est-à-dire à l'évolution de la cuisine. Si Pierre Gagnère existe, c'est parce qu'il y a des clients pour Pierre Gagnère. Et c'est parce qu'il a su susciter aussi une vraie clientèle, des gens qui veulent manger autrement. N'est-ce pas ? Si vous allez... C'est comme la peinture moderne, eh bien, il y a des gens qui ont un vrai œil. Le plus grand client de Pierre Gagnère, c'est François Pinault. N'est-ce pas ? Ça veut dire quelque chose. Je veux dire qu'il y a, dans cette recherche culinaire, il y a des clients, il y a des amateurs, il y a des gens qui veulent manger autrement. Et je pense que ce que dit Thierry Marx est extrêmement important pour l'avenir de notre cuisine, et l'avenir de notre gastronomie, l'avenir de notre palais et de nos papilles, la curiosité et l'émotion. Il est évident que devant un bar en croûte, on peut être ému, mais on peut être beaucoup plus ému devant les plats de Thierry Marx qui vous font aller plus loin. Est-ce qu'on les accepte ou est-ce qu'on ne les accepte pas ? Ça, c'est une question personnelle. Est-ce que vous aimez Pablo Picasso ou Ingres ? C'est votre problème. Hein. Et est-ce que vous voulez que le saumon soit juste du saumon cru ou qu'il y ait une mousse de saumon, une crème de saumon, le travail sur le saumon, c'est autre chose. C'est votre problème. Et je pense que le vrai gastronome, c'est celui qui aime l'aventure. Voilà. Oui, merci Nicolas Drabaudy, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet, mais c'est vrai que, je fais très court là-dessus, le chef, peu importe s'il est créatif, s'il l'est un peu moins, c'est la posture qu'il prend, et surtout c'est de faire naître le désir. Et notre métier, il est plutôt là. Effectivement, c'est très émotionnel. On parlait du côté holistique de la cuisine. Et bien, il y a des gens qui me disent « Ah, j'adore aller manger là parce que quel accueil !»
Ça aussi, on l'a perdu dans le sens créatif de la cuisine, le sens de l'hospitalité dans notre métier, faire découvrir. Vous savez, quand je travaillais au Japon, je travaillais chez Murata et Takauchi. Chez Takauchi, on vous reçoit, on ouvre la porte du jardin, on vous met dans une petite cabane, on vous amène un bol de thé, et vous avez une personne qui vient vous écrire le menu au pinceau. Déjà, vous avez presque mangé. Ensuite, vous allez cheminer vers la cuisine, et le chef traite 2 produits, l'œuf et la dorade. Sur toutes les formes possibles, inimaginables de la dorade, 0 perte. Sur l'œuf, la même chose. Et il vous fait 13 plats. Donc vous vivez une émotion. Est-ce que c'est le meilleur œuf de la planète? Est-ce que c'est la meilleure dorade de la planète? Mais le cheminement holistique pour vous amener jusqu'à l'émotion culinaire est énorme. C'est ça qui est important. Quand on parle de Pierre Gagnère, moi j'ai une sensibilité pour Pierre Gagnère, pour Michel Bras, pour des gens qui me transportent, qui me proposent un voyage. Et lundi soir, j'étais chez Paul Bocuse. Comme un enfant. J'écoutais Paul Bocuse nous raconter Fernand Point, nous faire goûter les macaronis. Le chef Paul était là, il nous a fait le bar en croûte. Toutes ces histoires du patrimoine culinaire français. Et c'est de là que je puise cette énergie créative. Et quand j'entends Paul Bocuse nous raconter la grande histoire de la gastronomie française des années 50 à nos jours, ce qu'il pratique toujours, et quand Paul Bocuse repasse en cuisine quand il va bien, mais vous sentez toute la créativité de cet homme, créativité de cuisinier et créativité de chef d'entreprise. C'est ça qui est important. C'est plusieurs émotions sur la planète cuisine, sur la planète culinaire. C'est pas de dire un tel, ça m'insupporte maintenant le discours, alors un tel cuit mieux les poireaux que l'autre qui... On s'en fout, et le client s'en fout. Le client, il vient chercher de l'émotion, il reconnaît une écriture de cuisine par rapport à une autre. Par moment, il a envie d'une écriture de cuisine. Par moment, il a envie d'un très bon sandwich chez un très bon boulanger ou un très bon pâté en croûte. Moi, je suis heureux de voir aujourd'hui en France la mode du pâté en croûte. Je me dis, mais voilà, on a un meilleur ouvrier de France charcutier qui aujourd'hui fait des pâtés en croûte, Véro à Paris, qui sont formidables. Je dis, voilà, on relance des choses comme ça. Et en même temps, ne nous mettons pas de contraintes, ne mettons pas de conflit entre ce qui peut nous paraître traditionnel et ce qui peut nous paraître innovant. Et on ira toujours plus loin. Souvent, on me demande, mais pourquoi vous aimez autant le Japon? Justement, parce qu'il n'y a pas de conflit entre la tradition et l'innovation, parce qu'on a du respect pour nos aînés, parce qu'on a du respect pour ce qu'ils ont apporté, pour ce qu'ils laissent en héritage, et en même temps, et on se dit, c'est peut-être pas mal d'aller voir ce petit mec-là qui est en train de faire quelque chose. Et si ce petit gars, c'est pas terrible, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de public, ça s'arrête tout seul. Quand on a critiqué cette cuisine moléculaire, personne n'a jamais fait de cuisine moléculaire. Vous ne trouvez pas un chef qui ait signé une carte de cuisine moléculaire. On s'est dit, tiens, moléculaire, pourquoi pas? Nous sommes un certain nombre, y compris moi, j'ai assumé l'étiquette, nous avons été voir ce que pouvait apporter cette cuisine dans la recherche de peut-être mieux comprendre le produit, pour mieux le transformer, pour apporter de nouvelles textures. C'est le public qui a répondu présent. C'est pas la critique. La critique vous dit, pas bien, c'est un truc de... Je lisais un article très sympa ce matin dans un magazine passionnant, Goemio. Je vois un truc, et puis je tombe sur un article sur les nanos. Je dis, tiens, tout de suite, c'est forcément mauvais. Donc je regarde dans l'article et je me dis, oui, mais où est le débat? Il n'y a pas de recul, c'est peut-être mauvais, je suis bien d'accord, comme la chimie lourde est mauvaise pour l'agriculture. Mais non, c'est forcément mauvais. Donc acceptons à un moment donné aussi de nous ouvrir plus facilement l'esprit pour un peu mieux reconnaître les signatures qui se proposent à nous. Mais là où je suis confiant en France, c'est que je vois un certain nombre de jeunes personnes qui sont bourrées de talent et qui ont peur de créer. Alors ils vont chercher dans les tendances, ils prennent des postures, la crête, le tatouage, le piercing, et puis tout de suite on prend une posture d'un chef qui réussit un petit peu à l'autre bout de la planète, dont on trouve ça intéressant quand c'est chez lui, mais pas forcément quand c'est chez nous. Or que chez nous, on a de vrais terroirs, de vrais potentiels créatifs, et il faut ouvrir 4 parapluies avant d'oser changer la cuisson de la tomate. C'est pas possible. Il y avait une question là-bas, mais je pense que, juste une petite parenthèse, c'est que si on se dit que manger, c'est justement gérer la peur pour pas mourir de ce qu'on mange, on a certainement un enjeu dans la cuisine. Si vous dites, et je suis tout à fait d'accord qu'on est dans une expérience globale, holistique, et là il faut réintégrer bien sûr ce qu'on dit être la salle, qui fait partie de la cuisine, de plus en plus, d'une façon moderne. C'est donc qu'on a à gérer à la fois la peur du cuisinier qui doit oser
faire des choses, et la peur du client qui doit comprendre les choses qu'on a faites pour aller vers lui. Mais si vous lisez l'histoire de la cuisine en général, le client a toujours été en peur. Dans toutes les cuisines, on les a beaucoup cuites, les cuisines, parce qu'on ne réglait pas. Donc on a surcuit la cuisine pour pas ingérer ce qui pouvait nous tuer. Donc tout ça, ça a évolué. Les circuits sont devenus plus courts, etc., etc. La cuisine évolue avec la société. C'est la société qui évolue et la cuisine qui propose un produit qui va derrière. Je crois que c'était au milieu, il y avait une question. Clarissa Segondi, ingénieure d'études à l'université François Rabelais. Justement, je voudrais vous poser la question si vous avez des préoccupations écologiques dans vos cuisines ou durables, c'est-à-dire non seulement dans la notion de perte, mais la notion des produits qui deviennent de plus en plus rares et luxueux. Et est-ce que ces produits, un jour, peut-être n'existeront plus? Et si ça peut être aussi un limite dans la créativité. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Donc le discours environnemental aujourd'hui est extrêmement important dans le monde de la cuisine, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter chez le cuisinier et chez nos jeunes cuisiniers, c'est de réapprendre à transformer le produit. Parce qu'il y a des produits qui se raréfient, il y a des produits qui restent en abondance. Vous avez le maquereau et le chinchard qui sont là en abondance, et puis le bar qui devient une denrée rare et chère. Donc aujourd'hui, si vous voulez exister en termes de restaurant, là il faut revenir sur les fondamentaux du métier de cuisinier et de nouveau savoir retransformer du produit pour lui donner de la valeur ajoutée. Dans les années passées, par moments, on s'est laissé aller sur le beau produit, alors le bar au caviar, etc. Parfaitement légitime. Mais bon, est-ce que ça a toujours une cohérence? Aujourd'hui, au contraire, Eric pourra en parler mieux que moi, on revient sur redonner de la valeur ajoutée à de l'épaule d'agneau, redonner de la valeur ajoutée à du pied de veau ou à du pied de porc, redonner de la valeur ajoutée à certains produits qu'on avait nous-mêmes, cuisiniers, délaissés et à tort. Donc ça veut dire qu'il faut réapprendre, et Eric peut en parler mieux que moi, réapprendre à retravailler ces produits pour effectivement avoir le bon discours environnemental. Aujourd'hui, il faut redynamiser l'agriculture, enfin pas redynamiser, il faut continuer à dynamiser l'agriculture raisonnée. Le tout bio est formidable, mais on sait qu'on n'y est pas encore. Donc commencer à retravailler avec nos fournisseurs, avec nos agriculteurs sur l'agriculture raisonnée pour que dans nos assiettes, on puisse recomposer autrement. Et puis nous ramener des produits sur lesquels le cuisinier pourra se bien. Mais je pense qu'Eric est tout à fait formidable là-dessus. On travaille avec des jeunes gens qui sont de leur siècle, qui sont du moment, et leurs préoccupations, elles sont très fortes dans l'environnement, enfin pour l'environnement. En l'occurrence, on parle des produits, mais il faudrait parler aussi de l'énergie, de la quantité d'eau qu'on dépense dans un restaurant, qui est quand même assez phénoménale. Je suis amené à travailler en traiteur. La quantité de déchets que laisse un traiteur après une prestation de clientèle, c'est quelque chose de phénoménal également. Donc les jeunes gens avec qui on travaille, les jeunes gens qu'on forme, les jeunes gens que j'ai autour de moi au restaurant sont très conscients de ça. Donc le produit, c'est un petit peu le haut de l'iceberg, mais il y a tout le reste. Il y a électricité ou gaz, il y a eau courante tout le temps où on allumait, on en parlait encore ce matin, le fourneau en arrivant avec le gaz qui brûle tout au long de la journée, tout ça c'est des choses qui sont un petit peu terminées. Donc effectivement il y a le produit, mais il y a notre méthode, et c'est vrai que cet environnement influe grandement sur notre mode de cuisiner, notre façon de cuisiner. Et pour le coup, ça fait partie des stimuli externes en termes de créativité. Quant à cuisiner les épluchures, effectivement, la cuisine des temples zen, que j'ai l'occasion de pratiquer en Corée, on utilise l'intégralité d'un produit, complètement. À la fois les fans, l'épluchure, le cœur. Et c'est vrai qu'on a tendance à, notre cuisine était une cuisine de luxe, une cuisine d'opulence. Et c'est tous ces gestes qu'on doit apprendre au quotidien. Choisir, transformer, donc la créativité n'est pas que dans l'assiette, quoi. Non, mais surtout la cuisine, elle est de son siècle, elle est de son temps, elle est du moment où on est, elle est le reflet de la société. Quand on prend la cuisine bourgeoise du 19e, elle est ce qu'était l'environnement bourgeois du 19e. Il y avait une question par là, je crois. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur une question qui a été abordée tout à l'heure pendant la discussion, qui est celle de la relation du mangeur qui se rend au restaurant et ce qu'il attend de la consommation d'un plat. Quand on aborde la création culinaire
en venant d'un domaine beaucoup mieux établi et analysé qui est l'histoire de la peinture, on est très surpris de voir à quel point on a tendance, quand on travaille sur le goût, qu'on travaille sur la cuisine, de penser tout cela comme une essence intemporelle. Et en fait, il n'y a pas de définition constante de ce que c'est que le goût et du processus intellectuel, pas seulement physiologique, mais imaginatif et intellectuel, qui se passe quand on est face à un plat dans une assiette. De la même façon qu'au cours des siècles, tout le monde n'a pas attendu la même chose d'une peinture. Aucun artiste du 9e ou 10e siècle, aucun peintre médiéval ne pense à la notion de beauté des formes à la surface de la peinture. Ça n'est pas une question médiévale pour un peintre au Moyen-Âge. Le tableau n'a pas à être beau, au sens où on peut l'entendre au 15e ou au 16e siècle. De même qu'au 19e siècle, il y a encore des artistes et même des spectateurs ou même des critiques d'art qui vont penser en termes de beauté la peinture, mais vous avez d'autres artistes, à commencer par quelqu'un comme Gustave Courbet ou Claude Monet, qui ne penseront pas la peinture en termes de beauté. Et aujourd'hui, plus aucun artiste et aucun amateur d'art contemporain ne se pose la question de la création contemporaine en termes de beauté. Ce sont des notions totalement archaïques. Si bien que quand j'entends parler de la notion de bon pour un plat, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de contresens, parce que peut-être que pour certains mangeurs, la notion du bon est importante, peut-être même pour moi à certains moments de la journée, mais à beaucoup d'autres moments, c'est pas ce que j'attends quand je vais au restaurant. J'ai l'impression que la question de l'expérience, de la surprise est beaucoup plus importante, ou de la découverte. Donc, je ne suis pas du tout certaine qu'il faille figer la compréhension de la création culinaire à partir d'un seul modèle intellectuel. On n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça du tout, je crois pas. Mais là où vous avez parfaitement raison, c'est une appréciation personnelle d'un instant gastronomique, enfin de cuisine. Donc chacun apprécie avec sa personnalité. Je fais partie d'un jury et on reçoit en permanence des propositions de nos candidats. Eh bien, nous sommes 4 membres de jury et à chaque fois on n'est pas d'accord sur la façon d'approcher ou de déguster. Il y a quelque chose dans la dégustation qui nous est propre et qu'on ne peut pas forcément partager avec son voisin de table. Moi j'ai des sensibilités de cuisine qui ne sont pas celles des personnes qui sont autour de moi. Moi, la seule notion que je garde quand je fais la cuisine, c'est surtout de faire plaisir. C'est ça qui m'importe. Mais effectivement, chacun a sa façon de décoder la cuisine. Oui, alors attendez, parce que là, je crois qu'il y a quelque chose qui me choque dans ce que vous venez de dire, c'est que on est tous en train de parler d'élite, on est en train de parler de repas exceptionnels, etc. Vous mangez quand même 3 fois par jour, en moyenne. Et il y a des milliers de cuisiniers dans des milliers de restaurants qui font à manger au quotidien pour des gens qui ne sont pas dans une posture artistique ou de découverte. La notion du bon, je suis désolé, j'ai un restaurant, j'ai pas d'étoiles, je suis pas dans les guides, mais ma salle est pleine, je fais 170 couverts. Si les gens trouvent pas ça bon, ils reviennent pas. Alors je veux bien que la notion de bon soit archaïque, mais à un moment donné, restons un peu sur terre quand même. Restons un peu sur terre. Nous, moi, et c'était un peu le thème du colloque, mais on fait une confusion totale entre art et art. On a vu ça hier en termes de définition. Moi, je suis un homme de l'art au sens, je suis un homme de la pratique. Je suis pas un artiste déjà. Et les gens qui viennent chez moi, ils viennent chercher du bon. Voilà, c'est tout. Et ça, mon plaisir, c'est leur plaisir, c'est qu'ils aient trouvé ça bon, qu'ils reviennent. En toute modestie, mon menu est à 23 € pour ceux que ça intéresse. Non mais voilà, attends, à un moment donné, restons les pieds sur terre. La cuisine, c'est quand même un truc de terrien. C'est pas un... Voilà, c'est un peu... Et les Asiatiques sont formels là-dessus. Ils assimilent pas du tout la cuisine à l'art. Ils l'assimilent à la médecine, on en parlait tout à l'heure. Ils l'assimilent à la notion holistique du bien-être. Les Coréens sont très forts là-dessus. Dès que vous allez quelque part et qu'ils vous donnent quelque chose, vous dites, alors c'est bon pour le foie, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour les oreilles, c'est bon pour les hommes, c'est bon pour les femmes, etc. Mais bon, peu importe. La cuisine, c'est bon quotidiennement, ça doit être bon quotidiennement, et là on a aussi un gros combat, excuse-moi Thierry, mais on n'a pas évoqué la notion d'industrie et de créativité. Ils nous sont en train de nous battre à plat de couture sur la créativité, parce que d'abord ils ont les moyens de mettre en place des recherches et développements que nous n'avons pas les moyens, et là je te rejoins, de mettre en place, parce qu'au quotidien ça va très vite, au quotidien tenir un restaurant c'est quand même super dur, faut être honnête, je vous le dis tous, c'est un métier de dingue. Voilà, donc moi je suis là pour faire bon. Je suis pas là pour me poser trop de questions non plus. Je veux que mes clients soient heureux.
Et puis restons simples hein, et modestes. Non, mais pour 2 mots sur ce que vous disiez, madame, c'est vrai qu'on peut aller visiter des galeries de peinture et s'émouvoir de la peinture du XVIIe, du XVIIIe, etc., etc. Et c'est parfaitement légitime. C'est à peu près la même chose en cuisine. À un moment donné, on peut aller manger un vrai bon plat. Moi, je suis allé manger chez Eric l'autre jour, j'avais envie d'un vrai bon plat. J'ai retrouvé une épaule d'agneau, ça m'a fait plaisir. Et puis, par moment, j'ai envie d'une cuisine différente, d'une autre signature. Je vais chez un Pierre Gagnère ou chez Michel Bras pour une autre cuisine. Mais il n'y a pas à se limiter aujourd'hui. Et surtout, il faut se faire plaisir. Moi, par moment, j'ai envie d'un bon casse-dalle. Et de me dire un bon casse-dalle. Et je vais avoir de l'émotion avec un bon casse-croûte. L'autre jour, on a eu une émotion avec un bon pâté en croûte. On s'est dit, quand même, ça c'est très français. Voilà un bon pâté en croûte bien fait, il y a de l'émotion. Et en même temps, quand vous avez une émulsion ou quelque chose d'un peu plus moderne, mais toujours dans le respect du produit, eh bien vous avez une autre émotion et vous venez chercher autre chose. Je crois qu'il faut, encore une fois, être très léger avec tout ça et se faire plaisir. La cuisine, c'est du plaisir, c'est du bonheur, et comme le disent certains, c'est de l'amour. Si on essaye d'y mettre des contraintes, des carcans, ça ne fonctionne plus. Et puis, comme on l'évoque sur l'Asie, il y a par moments le côté santé dans la cuisine, et puis il y a aussi ce côté holistique qu'on a évoqué, et puis on parlait de la Corée, mais si vous prenez le Japon, eh bien c'est la spiritualité de la cuisine, le shintoïsme vous amène vers la spiritualité en cuisine, et vous avez encore d'autres émotions. Je crois que c'est une palette tellement large qu'on peut avoir des plaisirs successifs et sans avoir à porter de jugement de valeur. Juste pour préciser, je pense que dans la notion, dans les différents domaines que vous avez évoqués, la différence avec la cuisine, c'est qu'effectivement, ça doit être bon, déjà bon pour la santé, et du coup, c'est pas le même rapport à l'utilité quelque part. Je pense que vous pouvez aussi réagir du coup. Il y a une autre question encore. On en prend une ou deux, je crois. Et puis oui, moi j'avais juste une petite question. On a parlé de cuisine classique tout à l'heure, Monsieur Marx. Je traite actuellement les tendances culinaires du XXe siècle et je pense que vous avez une idée de ce que pouvait être la cuisine classique, qui était déjà innovante à l'époque et finalement c'est peut-être encore la cuisine actuelle. Et une deuxième petite question, qu'est-ce que serait pour vous, messieurs, la cité de la gastronomie ? Alors je peux répondre aux deux, mais je vais laisser aussi mon collègue répondre. La cuisine classique, pour moi, c'est des plats qui ont été innovants à une époque et puis qui sont devenus classiques parce qu'ils sont bons et qu'ils ont marché jusqu'à aujourd'hui. Le lièvre à la royale est un plat classique et il fonctionne toujours sur nos cartes de restaurant parce que c'est un plat référentiel qu'on a su faire évoluer. Donc les classiques, j'ai aucun problème avec la cuisine classique. Je suis un passionné d'histoire de cuisine, je suis un passionné par mon métier, je connais bien la cuisine classique pour l'étudier et en long, en large, en travers. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, on m'a opposé le cuisinier moderne et le cuisinier classique. D'abord, il faut connaître ces classiques pour pouvoir évoluer, et ça me paraît être une évidence. Et surtout, comme je le disais, mais vous allez dire, il radote maintenant, il vieillit, de ne pas mettre de conflit entre la tradition et l'innovation. La tradition, c'est quelque chose qui est ancré, et on peut aller puiser, revisiter. J'ai en face de moi Gérard Cagnat, on a ouvert un centre de formation. Notre première motivation est de redonner des gestes de base à nos candidats, de leur réapprendre les plats que vous dites être classiques pour qu'ils puissent se libérer avec ce classicisme et pouvoir s'épanouir dans la vie professionnelle. Donc après, je réponds sur la cité de la gastronomie. On en rêve, on en parle. J'espère qu'elle ne restera pas virtuelle et qu'elle verra le jour. J'en ai marre d'entendre parler qu'on ouvre des centres de cuisine à Oslo, qu'on ouvre des centres de cuisine à Saint-Sébastien. Ils sont parfaitement légitimes, mais je crois qu'on devons avoir un centre et une cité de la gastronomie en France parce que nous sommes capables de continuer à innover en cuisine et puis nous avons un socle tellement fort. Et n'oublions pas que la cuisine française a enseigné pendant des années à toute la planète. Je ne connais pas un chef innovant
que j'ai pu rencontrer, que ce soit Ferran, que ce soit Eston Blumenthal avec qui je travaille, qui ne m'ait pas dit qu'il n'avait pas étudié la cuisine française. N'oublions pas que quelqu'un comme Blumenthal, Ferran Adria, son maître à penser était Jacques Maximin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça que je veux dire à nous, chefs français, et à vous, Français. Soyons fiers de notre patrimoine culinaire et ne nous enfermons pas dans de faux académismes. Et entraînons-nous au saut créatif. Non, mais la cuisine classique, c'est un répertoire de techniques. Nous sommes peut-être au monde, pour l'instant, les seuls à avoir répertorié nos pratiques culinaires dans un certain nombre de recettes. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas être encombré de cet héritage. Au contraire, il faut s'en servir comme une force. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes sévèrement contestés. Pour voyager énormément aussi en Asie, il y a de moins en moins de restaurants français, en tout cas qui disent pratiquer la cuisine française. Je crois qu'il est temps qu'on réagisse par rapport à ça. Cet héritage, cette cuisine classique n'est pas encombrante, c'est une force. On doit s'en servir, on doit la revendiquer, mais surtout ça ne nous empêche pas d'être créatifs. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de la cuisine moléculaire. C'est une technique, c'est pas une fin en soi. L'utilisation des additifs. Avec un mauvais mot, quand même. Oui, non, mais c'est mieux le mot la dessert pas mal, mais je veux dire, toute cuisine est moléculaire par essence. C'est plus de physique que de chimie, et on a trouvé un terme. C'est vrai, mais elle nous a énormément fait progresser en nous interrogeant sur nos pratiques avec un œil encore différent, comme peut l'être le design. Je suis un peu triste parce qu'on n'a pas assez mis marque à contribution, mais c'est énorme ce que le design peut nous apporter, en tout cas en termes de lecture par rapport à nos pratiques. Donc aujourd'hui, vive la cuisine classique, c'est notre passé, c'est notre héritage. Moi, je suis fier de cet héritage. Et puis, vive les rencontres avec l'étranger, vive les confrontations avec le design, la psychologie certainement. Enfin voilà, il ne faut pas se priver de quelque chose. Utilisons tout ce qui est à notre portée. S'il reste une dernière question liée au processus créatif, on la prend, puis après on devra conclure. Je voulais répondre à la réaction, parce que mon but n'était évidemment pas de vous fâcher. J'ai l'impression que je vous ai fâché, donc je suis désolée. Ma question portait sur la cuisine en tant que création, parce que c'était le thème de la table ronde. Quand je rentre chez moi après ma journée de travail et que je fais à manger pour mes enfants, je veux bien sûr les nourrir, leur faire plaisir et accessoirement pas les rendre malades, mais à aucun moment je ne me pose la question de la création. Je ne suis pas dans une démarche créatrice. Donc mon intervention ne portait pas sur toute la cuisine et toutes les cuisines. Elle portait sur la cuisine en tant que création. Et je ne voulais pas dire que le bon était archaïque, mais que la notion de beauté en peinture l'était à certaines époques. C'est simplement ça. C'est-à-dire que je voulais dire qu'il n'y a pas, le bon ne suffit pas à épuiser la question de la démarche créative en cuisine. Voilà. Je ne voulais pas parler de toutes les cuisines. Non, bien sûr, mais on avait bien compris, on s'est agacé un petit peu, vous savez, on adore ça, nous, les mauvais caractères à cuisiner. Non, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est effectivement, il y a la cuisine du quotidien. Et moi, ce que je relève surtout en France aujourd'hui, et c'est peut-être la grande force, c'est ce qui nous fait réagir, nous professionnels, c'est effectivement pour les mamans, les gens qui travaillent, on a une cuisine du quotidien qui doit être pratique, qui doit être nourricière, qui doit être partagée, un instant des fois très court, mais on est quand même le seul pays au monde où on ait valorisé le repas français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On s'est moqué de cela. Or que c'était une vraie force, ça c'est une première chose. Et ce qui m'anime, moi, aujourd'hui en France, ce que je vois, et ce qui nous réveille, nous, cuisiniers, c'est que la cuisine est devenue un loisir. Ça, c'est étonnant, parce qu'on s'est dit, oh là là, ces émissions de cuisine, ça tourne court, ça devient chiant, et c'est ça. Et aujourd'hui, on a épuisé le tout numérique du XXe siècle, on a besoin de se retrouver autour de la cuisine, de se retrouver à table. Et la cuisine a su prendre le pas. La cuisine, aujourd'hui, en France, est devenue un produit de loisir incroyable. Incroyable. Je vous en prends. Eric pourrait le dire comme moi. On a des fournisseurs qui nous sont propres, qui étaient propres aux professionnels. Je vais vous les citer. Mora, Délirain, etc., etc. J'ai de tout, rue Montmartre. Aujourd'hui, je parle avec le propriétaire de chez Mora. Il me dit, mais tu peux pas me faire passer devant tout le monde, là, c'est plein, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu rigoles, c'est toutes vos émissions de cuisine, c'est tous ces chefs connus maintenant. Dès que vous énoncez la dernière petite mandoline à la mode ou le dernier petit couteau qui va bien, j'ai 200 clients de plus. Donc vous voyez, et c'est là où on touche du doigt cette envie en France de créer, de partager. Et c'est là où je vous rejoins, c'est effectivement chacun
peut avoir son appréciation de la cuisine, d'y mettre de l'art, de la créativité. Mais ce que je trouve fort aujourd'hui en France, c'est que la cuisine, eh bien, c'est les amateurs qui nous poussent, nous, à être encore plus créatifs. Parce qu'une dame me disait très gentiment l'autre jour au cours de cuisine, vous n'allez pas m'épater avec une seule meunière, parce que j'ai déjà fait 5 écoles de chef, je me suis baladé un petit peu partout en France, à chaque fois je m'inscris à des cours avec chef, donc seule meunière, vous arrêtez, je sais la faire, il faut me montrer autre chose. Et ça a obligé les chefs à réagir, à s'impliquer, à aller de plus en plus près de leur public, parce qu'aujourd'hui, le chef, on a dit, les chefs télévision, c'est nul, c'est pas bien et tout. Le chef à la télévision, ça a 50 ans. 50 ans. Donc maintenant, le chef à la télévision, à la limite, on s'en fout, on veut en face de soi. On veut plus en cuisine, on veut qu'il soit là à cuisiner devant nous. On veut cette main nourricière, on veut voir ce qu'il nous fait à manger. Et on se fout de l'étiquette, qu'elle soit moléculaire, bistrot, classique, néo-moderne, néo-classique. On s'en fout, on veut voir. Et ce qui marche aujourd'hui dans l'un de mes restaurants le plus fort, c'est le comptoir. C'est de stariser mon jeune collaborateur qui est là, en train de faire la cuisine, parce que vous allez ingérer ce qu'il va vous faire. C'est cette relation qui est intéressante aujourd'hui dans le chemin créatif aussi en cuisine, avec cette prise directe avec le public. Alors on a tous cru qu'on était tombé amoureux des comptoirs japonais, mais pas du tout, on est tombé amoureux des cuisiniers et de cette main qui peuvent nous nourrir et nous enseigner un certain nombre de valeurs et de savoir-faire dans le patrimoine culinaire, mais aussi dans ce qu'on doit faire dans le côté environnemental des choses. Merci pour votre question, madame. Et on n'était pas énervé du tout. Je voudrais réagir à un truc, excusez-moi, parce que je trouve que c'est un discours qui est assez angélique. Moi, je pense que la gastronomie française a loupé un tournant en créant, en instituant cette cuisine d'élite extrêmement codifiée, portée par les chefs, et en perdant au passage la cuisine de famille. On mange extrêmement mal en France quand même. Vous arrêtez n'importe où. Si vous n'arrêtez pas dans des restaurants qui ont un travail un peu conséquent, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous allez en Italie, vous arrêtez n'importe où, c'est super bon. Donc il y a eu quand même une déperdition. Alors Cocorico, très bien. Ce modèle français d'excellence, très bien. Mais je pense qu'au passage, on a perdu une transmission familiale essentielle. Alors peut-être qu'elle revient sous la forme de loisirs et la communication télévisuelle y participe. Mais je pense qu'il y a aussi, quand on parle de cette main qui vous donne à manger, elle n'est pas réservée à une cuisine d'élite extrêmement sophistiquée. Elle est aussi une cuisine de restauration quotidienne. Et là, l'industrie agro a pris beaucoup de parts de marché en faisant très très mal à notre patrimoine culinaire. Non, mais je suis d'accord là-dessus. Mais alors, on peut taper sur l'agro. Moi, l'agro, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais il faut parler de la transmission du savoir, de la transmission donc des compétences. Aujourd'hui, il y a un vrai problème en France, effectivement, dans le recrutement de nos personnels. Je suis d'accord, c'est vrai qu'on mange mal en France et que ça coûte cher, et ça, moi j'en suis conscient et le premier à m'en émouvoir, mais c'est pas uniquement, je crois que c'est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que le coût de main-d'œuvre en France n'est pas le même coût qu'en Italie. Il m'arrive d'ouvrir des restaurants à l'extérieur de la France et je m'aperçois du coût de personnel pour ouvrir un établissement en France et du coût de personnel pour ouvrir un restaurant en Italie ou en Suisse, récemment en Suisse et même au Japon. Donc il y a aussi cette transmission, et puis cette transmission, laquelle c'est, je dirais à un moment donné, on n'a pas exigé pour quelqu'un qui ouvre un restaurant un minimum de compétences. On lui fait passer pour avoir une licence 4 2 jours de pseudo-formation, donc il ouvre un restaurant avec plus ou moins de cuisiniers. Aujourd'hui, le vrai problème de la cuisine française, c'est dans son coût, et on a trop de restaurants qui ne devraient même pas avoir le titre de restaurateur. Donc, je suis désolé, aujourd'hui, les Kashkari fournissent très bien d'ailleurs une restauration de qualité, et fournissent aussi une restauration qui ne se fournit qu'en produits de 5e catégorie, produits par l'agroalimentaire. Mais ça, c'est à la profession et à nos syndicats. Il y a 150 000 restaurants en France. Il y a 600 étoilés, enfin 600 personnes. Alors moi, je veux bien qu'on ne fasse pas d'élitisme, et j'en suis convaincu. J'étais le premier à faire une école de cuisine de rue. On voit aujourd'hui cette cuisine de rue qui s'implante de plus en plus avec de bons produits par moment. Il faut effectivement défendre la cuisine, il faut défendre la formation professionnelle
de façon un peu plus concentrée, mais il faut surtout exiger que le mot de restaurateur, le métier de restaurateur, le métier de cuisinier ne soit pas galvaudé comme il est galvaudé. Un dernier mot d'Éric. Juste une chose. Je me lancerai dans un mot de conclusion. 30 secondes, juste pour répondre à madame. Effectivement, je me suis un peu agacé, mais c'est surtout l'idée de dissocier la cuisine. Pour moi, la cuisine, elle est la cuisine du quotidien jusqu'aux 3 étoiles Michelin. Il faut arrêter de couper ça en petits morceaux et en segments. Enfin, en segments, sous-entendu segments. Mais voilà, il y a la cuisine. Voilà. Et qu'il faudrait passer peut-être un peu plus de temps dans ces cuisines pour faire à manger au quotidien aussi. Donc la cuisine, acte global, relationnel, qui intègre la salle à différents niveaux, devant le frigo quand il faut se créer un plat le soir pour ses enfants, et ça nous permet de justifier qu'on soit un petit peu écarté de la cuisine art, qui était le colloque, mais la créativité est au moteur de tout. Voilà. On doit rendre l'antenne, paraît-il. Mais c'est hyper important parce que je vais participer à la table ronde suivante. Et c'est pour essayer de concilier les propos. Il se trouve que j'ai passé 10 ans à étudier les gestes des hommes et des femmes dans les cuisines. Il se trouve que les hommes cuisinent très très bien. Et ils sont très séduisants dans les cuisines. C'est formidable. Par contre, les femmes au quotidien, dans la cuisine quotidienne, elles sont un peu inhibées par un passé douloureux, parce que ces tâches quotidiennes ont été exigées gratuitement d'elles pendant des années. Et donc, par exemple, si vous demandez à une femme de préparer des haricots verts dans une cuisine, une femme très jeune, elle va vous dire « mais pourquoi tu n'utilises pas des surgelés, hein ? C'est plus simple, c'est déjà préparé ». Une femme de la génération précédente, elle va se mettre debout devant l'évier, contre le mur, et elle va préparer très très vite les haricots verts. Et si vous le demandez ça à un homme, il va commencer par se servir un verre de vin, et il va s'installer confortablement. C'est la cuisine ordinaire, ce sont des cuisiniers qui ne sont pas professionnels, et ce sont des observations quotidiennes, je l'ai fait avec énormément de personnes différentes. Et il va le faire avec une certaine décontraction, voire un certain plaisir, parce qu'il va se permettre d'innover aussi dans ses gestes quotidiens, il me semble. Donc je pense que l'homme est l'avenir de la femme, et qu'il serait intéressant qu'il y ait un rééquilibre entre le genre dans les restaurants et à la maison aussi. Écoutez, c'est un bon teaser pour cet après-midi. Merci à tous. Prochaine table ronde dans 10 minutes. Merci.